Bon début de semaine à tous, c'est encore un honneur de vous retrouver sur les antennes d'Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission Le Grand Soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h52. On va parler encore des sujets qui font l'actualité à l'intérieur du Cameroun, notamment ces inondations enregistrées dans la région de l'extrême nord du pays qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Où en est-on aujourd'hui? On est à l'heure des secours. Les ministres se déploient. Et bien entendu, le président de la République qui annonce également une somme qui fait polémique aujourd'hui pour venir en aide à ces sinistrés enregistrés dans cette partie du Cameroun. On aura l'occasion tout au long de cette émission d'éplucher cette actualité de fond en comble. On parlera également de démocratie. Hier était journée consacrée à la démocratie. Nous avons très envie, depuis la fin de semaine, de questionner la posture du Cameroun face à l'évolution de cette démocratie. Est-ce que finalement on a compris le jeu? Est-ce qu'on est en plein dedans où ça reste encore un luxe pour le pays? Voilà nos préoccupations ce soir. Je vous invite à vous installer confortablement juste le temps d'un détour et on dit bonsoir au panel qui nous accompagne. Un code d'accès pour vous permettre de vous connecter à nous tout au long de cette émission, le 6 99 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez l'opportunité bien sûr d'apporter votre pierre à l'édifice tout au long de cette émission. Et bien sûr, si vous êtes hors de nos frontières, n'hésitez surtout pas à utiliser notre plateforme Facebook Info TV Cameroun. Bien sûr, les amoureux des tabloïds, peu importe votre position géographique, nous on se fera le bonheur de rendre solennel vos réactions ce soir. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir à Sa Majesté Patrick Marius Ondondo qui est avec nous ce soir. Il sera encore la voix du RDPC sur ce plateau. Bienvenue. Merci, bonsoir Madame Rosalie, merci de l'honneur que vous nous faites en nous invitant. Je dis également bonsoir à vos panélistes illustres et c'est un honneur pour moi de me retrouver sur le même plateau et sur le même panel que ceux que j'ai cités, que vous allez sans doute présenter. Bonsoir à vos fidèles téléspectateurs et je suis là effectivement pour éclairer l'opinion. Toujours pour éclairer l'opinion. Merci d'avoir accepté encore notre invitation. Vous l'avez dit, nous sommes également en compagnie de François Bikoro ce soir, activateur politique. C'est un plaisir de l'avoir encore sur ce plateau. Bienvenue. Le plaisir est partagé. Je retrouve ce qu'on appelle le continent. C'est le chef de l'État qui m'a rassuré sur ce syllogisme engagé le 10 février 2024. Et vous savez que ce discours continue d'irradier l'opinion jusqu'aujourd'hui dans ses différentes facettes. Je me suis rendu à l'évidence que votre émission était excessivement regardée parce que les 2 semaines que j'ai passées au Brésil ont été ressenties comme un abandon du continent. À peine je suis descendu à l'aéroport que tout le monde disait où est-ce que tu étais. On sait que quand tu es là, tu fais un certain nombre de choses. Et il se s'est interrogé qu'est-ce que je suis allé faire au Brésil. J'avais été invité par son Excellence Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil. Parce que nous, les panafricanistes, depuis 15 ans aujourd'hui, nous engageons des plaidoyers. Et nous avons donc eu une rencontre avec la Commission de l'Union africaine afin de faire un plaidoyer pour que l'on considère les diasporas africaines, les vraies diasporas, pas celles qui vont brûler les ambassades, mais les diasporas historiques. C'est-à-dire qu'il y a eu l'esclavage, la déportation. Tout à fait. Il y a eu des mouvements, il y a eu tout ce qu'on a voulu et des gens se sont installés par force dans des territoires, des pays qui n'étaient pas les leurs. Nous avons été émerveillés de constater qu'au Brésil, les gens sont restés intacts. Quand ils sont noirs, ils sont noirs. Quand ils sont bruns, ils sont le produit d'un blanc et d'un noir. Quand ils sont quarterons, ils sont le produit de 2 métis. Et il y a la race blanche. Nous nous sommes rendus à l'évidence, en tout cas moi personnellement, parce que mon épouse, qui est ta mère, m'avait dit, comme je n'arrive pas à lui acheter des mèches brésiliennes à 500 000 francs ici, elle m'a dit, tu vas là où ça se trouve. Si tu ne rapportes pas un sac manioc, le mariage s'arrête. Les 2 jours que j'ai fait à Sao Paulo et à Salvador, je suis entré dans toutes les boutiques. Et c'est le sac manioc. J'ai visité les structures là-bas. Je leur ai dit, on me demande toujours en portugais, tu veux quoi? Mon interprète disait, il dit qu'il veut les mèches brésiliennes. Et je voyais le désarroi
dans la face des gens. Comment quelqu'un peut venir ici pour prendre les mèches des Brésiliennes pour les amis? Il dit non, chez nous on vend quelque chose qu'on appelle mèche brésilienne. J'annonce aux Camerounais qu'aucun Brésilien n'est au courant de ce qu'on appelle mèche brésilienne. Aucun. Il n'y en a pas ni une usine ou quoi que ce soit, et je me suis donc rendu l'évidence que chez nous, ici au pays, il y a un véritable problème. Mais le problème le plus important, c'est que je n'ai pas remarqué le Jansan. Je vous dis que quand on est brune là-bas, ou brun, on est effectivement. La dépigmentation. Je n'ai pas vu de... Ben, chez nous, c'est très applaudi. Les chapeaux de... Les perruques. Je n'ai vu aucune femme avec une perruque au Brésil. Elles avaient les cheveux qui sont les leurs. Et je me suis donc rendu à l'évidence que les gens qui ont subi pour aller aussi loin, si les gens savent comment les Noirs sont arrivés aux Amériques, dans des cales de bateaux, faisant pratiquement 3 mois en mangeant une fois par semaine, et que eux, devant cette adversité, soient restés intacts. Quand ils sont noirs, les cheveux sont crépus, bien dodus et tout, et que nous, qui sommes restés dans le terroir de prédilection, nous sommes dans le terroir des primitifs, et que nous, on fasse plutôt le sens inverse. C'est-à-dire que tu trouves une belle femme que l'on apprécie là-bas qui change de peau. Tu les vois habillés avec des cheveux qui n'ont rien à voir avec le leur. Et je suis donc rentré pour faire ce plaidoyer en leur disant ça ne vaut pas la peine de changer de peau parce que ceux qui sont partis depuis des millénaires ne l'ont pas fait, ne sont pas en contact avec nous. L'Union africaine nous a donc rassurés à travers les résolutions que nous avons prises avec des professeurs d'université noirs et blancs, parce qu'il y a des blancs qui sont plus panafricanistes que les Noirs en Afrique ici. Vous le voyez dans les plateaux de télévision, comment ils insultent les chefs d'État et autres. Donc nous sommes donc rentrés parce qu'en octobre, l'Union africaine a dit on ne prend pas les grandes décisions hors de l'Afrique. Nous sommes venus ici justement pour parler aux diasporas africaines. Maintenant, retrouvons-nous au Togo en octobre pour qu'on finalise le document qui fera donc des diasporas africaines la 6e région africaine. Et nous aurons donc l'opportunité de montrer aux Africains que nos frères qui sont partis, cela 500, 600 ans, sont restés intacts et on ne comprend pas pourquoi nous on veut changer de peau. C'était le plaidoyer que nous sommes allés faire là-bas et j'ai rassuré mon épouse que je préfère te voir comme tu es. À partir de maintenant, ne me parle plus ni de mèche brésilienne ni de mèche hollandaise parce que ça n'existe nulle part. C'est le plastique que les gens utilisent et le transforment avec les résidus de pétrole pour vous donner l'illusion qu'il y a des mèches brésiliennes. C'est un combat que vous allez mener longtemps, hein. Franchement longtemps, je vous le promets, parce que garder sa couleur de peau dans l'environnement comme vous l'avez gardé, qui est le nôtre, c'est un challenge. C'est un véritable challenge. J'en sais quelque chose. Je me rappelle quand j'ai démarré ce boulot, j'ai plein de consoeurs qui sont là aujourd'hui. Elles sont toutes blanches, on était toutes noires. Et quand elles s'y lançaient, elles me disaient, mais Rosalie, on ne va pas te voir, on ne va pas te regarder. Il faut être brune pour qu'on te regarde et tout. Et moi, j'avais dit, j'ai du mal à m'imaginer autrement que comme je suis là. Et aujourd'hui, il y en a qui essayent même de faire marche arrière. C'est pas évident parce qu'après, ils deviennent... Il paraît que le processus est parfois irréversible. Oui, chez certaines, ça te donne une nouvelle coloration qui sort un peu de l'ordinaire, mais... Et la peau est très proche de celle du crocodile. Coca Fanta. Donc du coup, c'est un choix. Moi, je ne critique pas celles qui veulent se lancer dedans. Tout à fait. Mais pour moi, c'est juste l'illustration des complexes d'infériorité et c'est psychologique. Donc on ne peut pas soigner. Et sauf que vous, les hommes, qui êtes pour les personnes pour lesquelles c'est fait, mea culpa, vous applaudissez et vous aimez. Donc tant que vous aimerez les femmes claires de peau, celles qui sont noires, éclaircies de peau, oui. Celles qui sont noires feront tout pour entrer dans la compétition et essaieront également de se dépigmenter. Donc c'est un travail général de la société. On aime bien les filles claires quand elles sont naturellement. On les préfère claires dans le cœur. Clair dans le cœur. Et en même temps, vous avez, il y a quelqu'un qui a dit que grande est lancée et brune. Ah, voilà, c'est vous qui maîtrisez la description. On ne s'y reconnaît pas. Heureusement, il y a encore les Jacques Léonce pour nous aimer comme ça, comme nous sommes Jacques. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on accueille encore sur ce plateau. En tout cas, c'est un combat que je vous invite à mener, mais je vous souhaite beaucoup de courage. Hein. Parce que dans notre environnement ici au Cameroun, je crois que vous aurez besoin de toutes les forces possibles pour mener ce combat. Parce que tous nos problèmes que nous avons dans nos maisons, dans nos boulots, partout, c'est causé par les filles dépigmentées. Tout à fait. Il faudrait déjà réussir ce miracle-là et puis nous, on va voir. Jacques Léon, c'est au nom.
Bonsoir, c'est encore un bonheur de te retrouver sur ce plateau. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir aux co-discutants, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision. C'est un plaisir d'être là ce soir encore. Et moi je te dis merci. Je voudrais féliciter le grand frère qui mène un combat. C'est un combat qui est profitable beaucoup plus aux hommes parce qu'en réalité, ces filles brunes lancées nous causent beaucoup de dégâts dehors. Parfois, elles sont à l'origine des accidents de la route. Donc, non seulement des accidents de la route, parfois des accidents aussi dans nos poches. C'est un véritable combat que tous les hommes devraient mener parce que... Mais pourquoi, si vous les aimez comme ça, prenez-les? C'est pas tant qu'on les aime comme ça, mais c'est que parfois, elles aiment se faire voir. Et lorsqu'elles sont visibles, ça cause des dégâts. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un combat qui est beaucoup plus profitable aux hommes qu'aux femmes. Donc, tous les hommes devraient mener ce combat pour que nous revivions la belle peau noire des femmes, comme Rosalie. Attends, il faut laisser Rosalie, ses problèmes sont énormes. Hein, président? Amadou Aminou. Bonsoir. Ça fait trop longtemps. Ouais, Comment vous allez? Je vais très bien. Comment se porte la NDP? Vous êtes toujours avec? Non, pas l'ANPC. L'ANPC. Voilà. Vous êtes toujours dans le combat ou bien vous avez décidé que c'est les analphabètes qui vous intéressent? Non, pour l'instant, les analphabètes font partie toujours de l'ANPC. Je suis le fondateur, non, même si je pars en retraite. Je vais quand même donner le conseil à mes petits frères qui bousculent, qui voulaient être dans la politique. Et surtout moi, ce qui me dérange, même Madame Rosalie, nous sommes nombreux, surtout dans les grands nord là-bas. Je fais partie de l'extrême nord, la région la plus peuplée au Cameroun. Mais nos femmes là, nos jeunes filles là n'aiment pas la politique. C'est ça qui me dérange. Pourquoi ça te dérange? Non, ils doivent aimer la politique. On doit les former qui doivent faire la politique. Et aujourd'hui, beaucoup même quand la Confédération des analphabètes paye l'école aujourd'hui, ils sont ici à Soie. Ceux qui font sciences politiques là, donc je suis très content. Mais ceux qui sont là-bas au nord là, ils vont aimer aussi la politique. Parce que imagine, vous prenez toutes les femmes du nord là, les députés, les maires, les sénateurs là, ils sont combien? Ils ne font même pas 20. Alors qu'ils ont un parti. Moi je leur dis que je suis en train de partir en retraite. Qu'ils viennent, je vais les donner. Je vais les accompagner. Ils viennent faire donc les coalitions avec les femmes là, comme ta copine là. Elle s'appelle qui là? Kawala. Et l'autre la nouvelle là, l'avocate là. Madame Ndoki, je crois. Ah ouais, Michel. Oui. Michel Ndoki. Voilà, il y a la Habiba Issa là. Donc, moi j'aime que les femmes font la politique. Nous les hommes, on est là, on va les pousser. D'accord. C'est la nouvelle technique, quoi. Oui. On met les femmes en avant et puis on se cache. Non, nous on reste là, on a beaucoup de choses à faire. Nous on a déjà fait, ça fait combien? Plus de 30 ans j'ai fait la politique. De nous décomposer. Plus de 30 ans j'ai fait la politique, ça a changé quoi dans ma vie? Donc il faut que je les forme aussi, eux aussi ils viennent. Qu'elles ont aussi essayé ce qu'ils peuvent bien apporter dans leur vie. Elles seront intéressées parce que la dame là est en train de venir aux États-Unis. Donc eux-mêmes là aujourd'hui, elles sont intéressées. Ah non, je prenais vos mots. Hein. Oui, vous dites que ça vous a rien apporté. Mais moi, ça m'a rien apporté. J'aime la politique. Quand tu es dans le milieu des sports, tu es dans le milieu politique, c'est normal. Ouais, vous connaissez, c'est dans mon sang, politique et sport. Donc pour moi, c'est pas question de casser, insulter, qui fait quelque chose. Non, on doit les apprendre. Il doit aimer la politique. D'accord, avant de rentrer dans cette émission complètement, j'ai un petit souci, hein, je voudrais soumettre à votre réflexion. Les images de l'artiste Ahidjo Mamadou qui circulent, des images très choquantes, ont soulevé une indignation à mon niveau. Je ne sais pas si vous partagez. C'est pas que les images d'Ahidjo Mamadou, c'est le fait que les Camerounais de plus en plus ont une tendance à mettre sur les réseaux sociaux et aux yeux de tout le monde des images sans contrôle. Il y a des accidentés, les gens sont blessés, ensanglantés. Au lieu de chercher à aider les gens, on fait des images pour être le premier à publier sur les réseaux sociaux. On a une personnalité qu'on a vue debout et qui se sent mal. La première fois où j'ai été choquée, c'était le cas de mon ami, oh là là, comment son nom veut me fuir, le professeur Monondiana, lorsqu'il était à l'hôpital. C'est à partir de là que j'ai pas compris. Pourquoi on a ce mauvais réflexe aujourd'hui au Cameroun? Si on voudrait vous aider, on est obligé de vous exhiber dans une allure aussi triste pour vous apporter de l'aide. On ne peut pas le faire sans avoir besoin de vous exhiber de cette manière-là. Bon, Madame Rosalie, chaque région a sa part de culture. Hein?
C'est la culture de quelle région, cette culture? Non, il y a d'autres, la Rosalie, ils sont nés avec de mauvaises foi. Par exemple, que chez nous, on dit que même si tu veux donner même quelque chose à quelqu'un, ta main droite ne doit pas savoir ce que... Voilà. Donc là, moi, je n'ai pas besoin que... Voilà. Parce que je veux aider quelqu'un, je devais aller lui filmer ou bien mettre dans le nom. Donc, c'est pour te dire que chaque région a sa part de culture. Vous pensez que c'est la culture de quelle région? Mais Rosalie, il y a d'autres même là. Il a perdu son père, il a perdu sa mère, ça fait plus de 50 ans, 40 ans. Quand il se lève à la maison, il reste là. S'il n'a rien, il prend son téléphone, il appelle quelqu'un. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, alors que ça fait plus de 50 ans. Hein? Donc, c'est pour cela que pour te dire que chaque... dit que le mal est plus profond. Donc, c'est pour te dire que moi, les réseaux sociaux est bien. Moi, j'aime les réseaux sociaux, hein, Rosalie. Mais ça dépend de ce que j'ai utilisé comme ma part de réseaux sociaux. Moi, même si vous m'envoyez quelque chose, quand je vois c'est des bizarres là, je ne regarde même pas, j'efface. Pour te montrer que demain, tu ne peux même pas m'envoyer. Donc, je pense que même ceux qui font ça là, il faut qu'ils reviennent sur terre. Parce que ce que vous faites à quelqu'un demain, vous-même, on va vous faire ça. François Bikoro, c'est pas évident d'avoir aimé quelqu'un, d'avoir côtoyé quelqu'un, de l'avoir vu debout, comme on se regarde là aujourd'hui, et qu'après on vous fait garder une dernière image, surtout que ces réseaux sociaux gardent ces images. C'est ça qui est assez choquant. Après, un an après, on vous rebalance ça, on dit photo anniversaire, et vous vous retrouvez en train de revivre ces mêmes images. Ça devient à la limite injurieux de voir ce genre de propagation, et ça n'a pas l'air de toucher beaucoup. Il y en a qui récupèrent et puis on vient se mettre sur les mêmes réseaux. Moi j'ai aidé Aïdjo Mamadou avec tel montant. On dirait qu'aujourd'hui c'est le folklore de qui a aidé qui au vu au su de tout le monde. La notion de faire un travail dans la discrétion semble ne plus être le propre des gens. Quand tu le fais, au contraire, tu es combattu. On aime bien quand on fait le bruit, apparemment. On en parlera tout à l'heure, quand on va engager le domaine de l'héritage colonial que vous appelez démocratie. Oui. Vous allez vous rendre à l'évidence que les réseaux sociaux ont ouvert la voie à beaucoup d'impostures, beaucoup d'hypocrisie. Je suis même très modeste. Il y a des cancres de la République qui ne savaient pas que, qui nous voyaient à la télé, ils avaient envie d'être avec nous. Donc c'est une revanche d'une classe vis-à-vis d'une autre, pas la classe sociale, mais les classes psychosomatiques et sociologiques. Vous avez des gens, il y a un accident à Boumiébel. Les accidentés respirent encore. Mais lui, il veut jouer la Rosalie. Il prend son téléphone, il filme, il envoie avant toi. Entre-temps, les quelques minutes qui se grainent pouvaient sauver la victime. Donc on n'a plus de sentiments, on n'a plus de cœur. Parce qu'à une certaine époque, les gens couraient, portaient la victime, arrêtaient la première voiture qui partait, et le monsieur s'est arrêté, il ne regardait pas qu'on va salir sa voiture vers l'hôpital le plus proche. C'est la même chose. Même quand vous échouez à un examen, les gens disent des choses sur vous, pas parce qu'ils se lamentent, mais parce qu'ils veulent démontrer que votre famille n'est rien. Quand vous passez l'examen, ils veulent démontrer que non, c'est certainement parce que vous êtes le cousin vous êtes le cousin d'ami, parce que... Donc, on est dans une société... On ne croit plus en rien. Pas qu'on ne croit plus en rien, on n'est pas chez nous dans cette société. C'est un renversement de valeurs, parce que nous sommes venus une seule fois du coup avec, excusez-moi, une jeunesse qui n'était pas préparée. Et l'environnement dans lequel on vit, c'est pour cela que c'est difficile de condamner sans poser la problématique. Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'ennui, beaucoup de volonté de vous dire nous vivons, nous existons. Maintenant, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en lançant une information que l'on n'a pas traitée, 3 jours après, elle peut être contraire à ce que vous avez envoyé. Les gens ont créé des métiers qu'ils appellent alerte. Vous appelez comment? Lanceurs d'alerte. Des lanceurs d'alerte. Je ne sais pas si l'alerte est un caillou que vous allez mettre quelque part, vous lancer. Pour être un lanceur d'alerte, il faut avoir la capacitation nécessaire pour juger ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Vous voyez donc que le cas de Aïdjo Mamadou pose un problème de conscience à son environnement familial et sociétal. C'est-à-dire que les gens sont en train de se préparer certainement pour aller lui apporter une aide, sans bruit, et vous les jetez la vindicte populaire. Ils arriveront au marché de Mondi, tu es le cousin d'Aïdjo Mamadou, on vient de dire qu'il est en train de mourir, tu étais où? Ils sont en train de faire, on dit, donc ça désosse complètement la société, et ça empêche les institutions
sociétales, c'est-à-dire ils peuvent être publics comme le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales et autres, de s'émouvoir. Parce qu'une fois qu'on a déjà posé cette problématique, les moyens qu'on a l'habitude de mettre en œuvre ne sont plus compatibles avec la quantité de l'information que l'on a mis à la disposition de l'opinion. Mais je crois qu'il faut simplement dire que ces gens-là sont des analphabètes sociaux. Il faudrait que le système éducatif, le système de formation se remette en cause pour se poser les bonnes questions. Est-ce que ce que l'on bourre dans le crâne de nos enfants, ce qu'on leur donne dans les centres de formation est en adéquation avec ce que nous voulons créer comme société aujourd'hui? Tant qu'on n'a pas répondu à cette question, il nous sera souvent gênant de vouloir condamner alors que nous sommes nous-mêmes les gens qui avons mis cette société en place. Jacques Léonce, à l'image de notre société, on est tous, excusez-moi, tous pourris à ce point. Il n'y a personne pour ouvrir encore les yeux et voir que ça ne va pas. Il faut faire quelque chose. Ou bien on est entré, comme il le dit, dans un cercle où on se tient par la barbichette, tout le monde, et puis on est là comme les crabes dans un panier. Si tu n'es pas crabe, tu ne peux pas survivre à l'intérieur de ce panier, on te repousse, et puis on reste là entre personnes de mauvaise vie dans ce panier à crabes. Oui, Rosalie, et la vérité c'est que nous sommes dans une société pourrie, une société qui n'a plus de vertu, une société qui n'a plus de morale. J'ai dit souvent que le nouveau monde dans lequel nous y sommes plongés, nous y sommes allés sans y avoir été préparés au préalable. Parce que sous d'autres cieux, avant que ce nouveau monde n'arrive, on prépare les gens et puis on prend des dispositions pour que les gens ne vont pas au-delà, comme nous voyons là. Nous y sommes donc sans y avoir été préparés au préalable. Alors voilà on peut mettre comme ça, on voit Idio Mamadou, on dit aidons-le tranquille. On le voit, on le reconnaît. Dans cette image-là, tu le reconnais. Mais voilà pourquoi nous y sommes comme des moutons. C'est-à-dire que les gens sont à la recherche du buzz. Oui, qui aura balancé la première photo d'Aïdjo là où il se sent le plus mal. Et ça fait que les gens parfois sont en train de jubiler parce que quelqu'un aurait mis un like, quelqu'un aurait mis un cœur, quelqu'un aurait mis... Et les gens sont heureux à la maison. Ça s'explique parce que nous sommes aussi dans une société qui n'a pas suffisamment pris en compte que la jeunesse est oisive. Lorsqu'un jeune qui a 25 ans, nanti d'une maîtrise en sciences sociales, assis à la maison, qui attend encore le déjeuner de son père, il attend l'argent de taxi pour aller à l'université, il attend l'argent de baigner chez le papa, il a en main son smartphone. La seule chose qu'il a à faire, c'est de chercher des choses comme ça pour créer le buzz, pour chercher les likes. Donc, parce que nous avons affaire à un jeune qui est oisif, qui n'a pas d'emploi, et qui n'a même pas une perspective d'avoir un emploi quelque part. Il a 30 ans, il a 35 ans, il est encore chez papa, il attend au déjeuner le matin. Donc, nous sommes dans une société qui nous a conduit à ça. Et donc, son seul emploi, c'est son smartphone, qu'il utilise 24 heures sur 24 à la recherche constamment du buzz. Donc, lorsqu'on est dans cette perspective, on peut balancer tout et n'importe quoi. Malheureusement. Majesté, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change, hein, qu'on arrête d'avoir ce type d'image? C'est assez dérangeant. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aider les gens, parce que j'ai la chance de connaître Aïdjo Mamadou. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à une soirée, et il m'a dit, la mère, je m'élève, ça commence à aller, parce qu'il a d'abord réussi à s'élever à un moment, parce qu'il était très malade, et puis il s'est relevé. Et je me rappelle que ce soir-là, il n'a pas vraiment presté comme d'habitude, mais puisque tout le monde savait qu'il était malade, les gens ont vraiment faroté. J'ai compris que c'était pour lui apporter un petit coup de main pour qu'il aille se soigner. C'est un lion qui se bat jusqu'au bout. Donc du coup, pour nous qui avons cette image-là, on aurait vraiment préféré que ça reste ainsi. Ceux qui peuvent l'aider le fassent, que de se retrouver avec une image où il est quasiment méconnaissable et qu'on réussisse à imposer aux gens. À la limite, c'est traumatisant. Pourquoi on en arrive à ça? Comment on fait pour bloquer ce genre de choses? Ça, Madame Rosalie, vous l'avez dit, hein. J'ai vu ces images, j'ai été invité dans un collège du côté de Simbok. Oui. Je ne sais pas si c'est dans le nord ou le sud, mais du côté de Simbok. Oui. Dans la zone Napobié-Massy. Oui, un bon établissement qu'on appelle Jules Ferry. En Côte-Neuf, je crois que c'est à partir de là que j'ai vu les images
parce que il fait de la musique qui nous intéresse, Aïdjo Mamadou. Mais comme vous êtes en train de le dire, je sais qu'il a déjà été malade, ça fait 3 ans ou 4 ans, quelque chose comme ça. Et qu'il avait été sérieusement menacé. On avait même annoncé, je crois qu'à ce moment-là, qu'il était décédé. Il avait pu se relever comme un lion, lui il dit le lion blanc qui se bat. Et que au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est par manque de moyens que son entourage ou ses amis ont pensé qu'il était préférable pour lui et certainement pour eux de balancer ces images dans l'opinion? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça a été fait à son insu? Toujours est-il que, vous savez, depuis que le monde a embrassé le phénomène Internet, on dit que Internet sécrète en même temps la différence, en même temps, n'est-ce pas, la ressemblance. D'un bout à l'autre du monde, tout est partagé, les informations sont partagées. Il n'y a pas au jour d'aujourd'hui une mesure pour arrêter, n'est-ce pas, une information qui sort des États-Unis là, qui va nous trouver là sur place. Pourquoi? Parce que le monde a évolué et que l'arbitre, n'est-ce pas, l'arbitre de toutes ces images est d'abord un arbitre personnel et dont il y a plus de responsabilité de la part de nous, les hommes, des adultes surtout, de censurer des images où il nous faut une certaine pudeur, malgré que la loi a dit, la loi camerounaise du moins prévoit que lorsque la pudeur a été entamée, on peut, n'est-ce pas, porter plainte. Mais il faut savoir à qui porter plainte dans le cas d'espèce. Je crois que Internet a révolutionné complètement les comportements dans le monde. Et il faut qu'on fasse avec. Il y a plus de responsabilité de la part des adultes, de la part des gouvernants. N'est-ce pas, de la part des gouvernants. Est-ce que les gouvernants sont obligés de faire des censures? Est-ce que le peuple va accepter qu'il y ait des censures? Je crois que c'est un problème de démocratie, puisque nous allons parler de démocratie. Le monde a évolué sincèrement, considérablement, et il faut faire, n'est-ce pas, avec l'évolution du monde. Je crois que il faut que le tiers arbitre qui habite chacun, n'est-ce pas, puisse nous permettre d'avoir une société bonne. C'est tout ce que nous pouvons dire à ce niveau. De toute façon, on va souhaiter beaucoup de courage à Aïdjo Mamadou, à tous ceux-là qui sont victimes de ces paparazzis d'un autre genre. Tout à fait. Et on espère sincèrement que les gens... Juste un mot, j'ai apprécié le fragment de phrase de Samadji lorsqu'il dit la responsabilité des gouvernants est interpellée. Parce qu'en même temps aussi, il faut interpeller l'organe régulateur. Le régulateur dans ce domaine-là, l'ANTIC, qu'est-ce que fait l'ANTIC? Il y a même toute une loi sur la cybersécurité. Qu'est-ce que ça nous sert? Ça sert à quoi tout ça? Mais si, à longueur de journée, on voit des images choquantes sur la toile, mais l'ANTIC ne fout rien, l'ANTIC ne sert à rien, mais quand même à des budgets, chaque fois qu'on le sort, mais ça sert à quoi finalement? Donc, le régulateur est interpellé. Ouais. On espère qu'il fera ce qu'il faut, qu'un matin on aura au Cameroun le Facebook qu'on a en Chine, où tout est sous contrôle et on ne peut pas tout mettre comme ça sur la toile. Il faudra qu'on évolue également vers ce chemin-là. On va rentrer dans notre émission à présent. Je disais tantôt beaucoup de courage à Aïdjo Mamadou. Je souhaite sincèrement qu'il se rétablisse et qu'on puisse encore se retrouver, à lever le doigt. Oui, c'est que je préfère ne pas poser la question ici. Ah bah tu seras le premier à lever le doigt. Tu seras le premier à lever le doigt. Toi, moi, entrer dans les casiers. Absolument. Oh, cette chanson, j'ai vu des murets de sortir. Ah oui, hein. On a vu des murets de famille. Vous ne voulez pas lever le doigt, on vous force. C'est votre partenaire qui vous force que non. Lève le doigt. Avec ce que tu me fais, lève le doigt. C'est la même chose que j'étais avec un ami dans une café. Quand les morceaux là, c'est arrivé, dès que si la femme n'a pas trompé son mari, la femme de mon ami a se levé. Dès que c'est arrivé, si le mari aussi, mon ami a su, sa femme a tapé la main. Elle a commencé à lui dire que sorcier tire quoi. Je lui dis que je parlais.
En tout cas, on a envie de sourire encore dans Tout à plusieurs fait. jours avec lui. Oui. Sincèrement, tous ceux qui peuvent faire quelque chose, n'hésitez surtout pas. Tout à fait. N'hésitez pas à tous les niveaux, que ce soit traditionnellement, que ce soit... parce que je pense qu'on n'est plus au niveau seulement des médicaments de l'hôpital. À ce niveau-là, ça va dans tous les sens, mais je pense que nous sommes en Afrique et qu'il faille aussi regarder partout, partout pour lui donner une chance de se lever. Allez, on va parler à présent, Majesté, des inondations dans la partie septentrionale du Cameroun. Ok. Plus précisément à l'extrême nord. Ok. 11 morts, ça je parle du bilan provisoire, 11 morts, 200 000 personnes impactées par ces inondations, 103 000 hectares de cultures détruites, 185 écoles primaires inondées, 13 lycées inondés, parce qu'il faut qu'on sache à peu près donc on se trouve en ce moment, 1178 têtes de bétail perdues, 8000 maisons détruites, tel est donc le bilan provisoire dressé par le préfet du Mayo-Danaï. La précision en vaut la peine, hein. J'ai pris ces chiffres dont la sortie du préfet du Mayo-Danaï qui vient donc de lancer un appel à l'aide humanitaire à la suite de ce drame-là. Il demande au monde entier de se lever pour pouvoir réagir parce que beaucoup de familles, les familles sont frappées par cette autre tragédie du côté de l'extrême nord du Cameroun. Hein. On n'a même pas compté les ponts affaissés parce qu'on a le pont également qui a été détruit au passage. C'est un bilan très interpellatif et on rappelle donc à cet effet que le président de la République a débloqué 350 millions de francs CFA comme aide d'urgence pour les 200 000 victimes du département du Mayo-Danaï dans l'extrême nord. Ce qui fait couler beaucoup d'encre et de salive hein, parce que d'aucuns sont allés faire le calcul de division et ont imaginé que ça donnait 1750 par famille, par victime. Du coup, il y en a qui ont demandé c'est pour faire quoi? Acheter la dernière brosse à dents ou acheter un matelas? Qu'est-ce qu'on fait avec? Peut-être qu'il faut mieux expliquer. Oui, ok, je comprends effectivement cette préoccupation. Peut-être que je préfère commencer par là pour éclaircir un certain nombre de choses. Lorsqu'on vient en aide, n'est-ce pas, aux populations, ce n'est pas pour que vous distribuez cet argent. Je crois qu'il faut que les Camerounais soient sérieux. L'argent qui est débloqué pour des victimes, ce n'est pas pour qu'on partage ça entre vous. C'est faux. C'est complètement faux. Et les journalistes qui ont fait ce travail, c'est de la mauvaise foi manifeste. Et des intrigues à nul autre pareil. Lorsqu'on vient en aide aux victimes, c'est pas pour que vous partagez cet argent. C'est pour équilibrer en groupe pour établir la possibilité pour toutes ces victimes, n'est-ce pas, de sortir du cadre du marasme, de la crise dans lesquelles ces populations se sont trouvées. Être à l'abri, avoir peut-être un sac de sel, un sac de riz, de l'huile, avoir de la couverture, en groupe. Ce n'est pas pour aller distribuer aux gens que non. Distribuer ça, ça fait donc 1705. Oui. C'est de la fausseté. Donc ce journaliste qui a fait ça, c'est de la mauvaise foi manifeste. Je préfère vous le dire comme ça. D'accord. Bon, dans tous les cas, vous devez savoir que les intempéries ne sont pas une invention camerounaise. Au moment où je suis en train de vous parler, il y a un typhon qui est en train de ravager l'Asie du nom de Bebinga, surtout, n'est-ce pas, en Chine, et que quand je n'ai même pas fini parce que de parler, je regardais également avant de venir des inondations qui ont envahi toute l'Europe, qui ont fait des dégâts. Plus près de nous, lorsque ces inondations ont commencé, au Tchad, on dénombre plus de 400 victimes, toujours dans le même bassin, parce que le bassin, la plaine du Nord, Cameroun, est un peu relié à la plaine du sud du Tchad et qui continue un peu jusqu'au Soudan. Ce qui fait que toute cette plaine, lorsque les intempéries, lorsqu'il pleut
de manière anormale, n'est-ce pas, il y a, n'est-ce pas, des intempéries, il y a des ravages un peu partout. En réalité, le problème de dérèglement climatique n'est pas un simple phénomène de l'esprit. C'est quelque chose de réel. Dans le monde entier, au jour d'aujourd'hui, au moment où je parle, il y a donc, toute l'Europe est envahie par des inondations. Et le Cameroun, comme les autres pays africains, n'est-ce pas, connaît ce genre de choses. Je crois que c'est au-delà, n'est-ce pas, de nos forces, nous les humains, sauf si sauf si le Cameroun est dans un autre monde, sauf si le Cameroun n'est pas sur terre. Parce que tel que les gens parlent, c'est comme si le Cameroun n'était pas sur terre, le Cameroun était dans une autre planète. Mais tant que le Cameroun est sur terre, le Cameroun doit subir, à l'exemple des autres pays dans le monde entier, n'est-ce pas, des inondations, et que il apparaîtra, il faudrait que, n'est-ce pas, ces inondations soient gérées. Ça peut être géré au niveau local lorsque les pertes sont maîtrisées. Ça peut faire, on sera obligé de faire appel lorsque les pertes sont nombreuses, n'est-ce pas, au niveau international, parce que ça entraîne ce qu'on appelle des crises humanitaires, ou beaucoup plus qu'une crise humanitaire qui peut engendrer également une crise alimentaire et d'autres, étant donné que, lorsque j'ai fini de le dire, c'est sûr que dans les mois à venir, au Nord Cameroun, il y aura une crise alimentaire, parce que ça a beaucoup plus, n'est-ce pas, parce que les inondations, donc les intempéries... Donc, vous vous projetez sur... Oui, tout à fait. Rassurez-vous. Donc, le phénomène de la nature, nous ne pouvons pas faire autrement que de gérer ça. Il faut gérer ça de manière sage. François Bikoro, il parle d'un phénomène de la nature. C'est ce qu'on met dans la catégorie des catastrophes, je suppose, au Cameroun. Et que justement, parce qu'on prévoit ces catastrophes-là, on a quand même une direction de la protection civile au pays. Qu'à cela ne tienne, le souci ici aujourd'hui est la mobilisation qu'on attend quand même de voir déployer au niveau de l'État du Cameroun de façon globale. On a l'impression que depuis que ce drame, ce n'est pas la première année, on a l'impression que rien n'est fait pour limiter les dégâts au fil des années, et qu'au contraire, au fil des années, c'est de mal en pis. C'est peut-être ce qui fait parler, peut-être à côté du fait qu'il y a quelques jours, on a décaissé des sommes plutôt élevées pour d'autres raisons, et que là, on a quand même des cas de désespoir, de sinistrés, et qu'on est quand même 350 millions, donc on trouve qu'on pouvait faire mieux aussi pour pouvoir stabiliser ces familles-là. Quand vous êtes dans un pays où on retarde le plus possible la fin de whisky en plastique, et que le lendemain, toutes les brasseries mettent tout dans les pets, les trucs en plastique. Vous êtes dans un pays où on a signé des conventions sur les trucs biodégradables, et que la législation est là, personne ne l'applique. Ça arrive où le président de la République rentre d'un voyage, et le centre de la poste à Yaoundé est inondé. Là, c'était le président de la République. Tous les drains qui ont été mis en place par Gilbert Timévouna, je préfère le citer parce que c'est l'un des meilleurs gestionnaires des collectivités locales décentralisées en Afrique centrale. Vous voyez, chaque matin, quand vous allez au travail, vous avez la chance de travailler en périphérie. Ceux qui travaillent au centre des affaires, les drains sont bouchés par ces plastiques, matières plastiques. Ça fait que l'eau a ceci de particulier, comme l'air, on ne l'enferme pas. L'eau sort toujours quelque part. Voilà, il y a des normes de construction des littoraux. Vous voyez des milliardaires qui vont en France chaque jour aux États-Unis, filmer les maisons des autres, ils arrivent ici, ils mettent le macadam. Les littoraux n'ont même pas, parce que le niveau de la mer est généralement de 0,85. Dès que vous fermez, l'eau cherche toujours là où aller. Quand vous allez dans l'extrême nord, vous allez de constater qu'il y a la responsabilité de l'État, il y a la responsabilité des hommes. Et là, il s'agit d'une aide d'extrême urgence. C'est un débat inutile que l'on fait. Il y a des institutions chargées de se mettre en branle quand il y a la survenue de ce type de catastrophe. Comme lesquelles? Mais en attendant les signatures des marchés publics, vous savez que dans ce pays, pour acheter une bouteille, parfois,
il faut qu'il y ait une commission de Donc, passation. quand on a des sinistrés pareils, on doit encore chercher des papiers qu'on va Non, signer. les institutions chargées de se mettre en branle Comme lesquels? ne se sont pas levées un matin en disant qu'il y aura l'inondation à Maga. Ça fait combien de jours? Non, je dis, elles ne se sont pas levées ce matin. C'est pour cela que le président de la République met en branle l'aide d'extrême urgence en attendant que les administrations Ce concert. tout donc se mettent en place de façon normale. On ne sort pas l'argent de l'État comme ça sans un certain nombre de process. Ça, c'est pour expliquer le mot aide d'extrême urgence. C'est une aide d'extrême urgence. Ça veut dire que si votre maison, le toit s'envole maintenant, le voisin a une seule chose à faire, soit de vous aider à enlever votre matelas, soit de vous donner un parapluie. C'est ça. Il n'a pas dit que ça règle le problème de votre toit qui est parti. Maintenant, il y a le ministère des Affaires sociales, Tout à fait. le ministère de la promotion de la femme, le ministère des enfants, puisque l'éducation a été sinistrée. Vous voyez que l'économie de la sous-région a été tellement sinistrée Ébranlée. que ce n'est pas en 2 minutes qu'on peut évaluer C'est ça. ce que les institutions doivent mettre en branle. Maintenant, moi je suis panafricaniste. On parlait tout à l'heure de la modernité. Les gens déversent tout ce qui est mauvais vers vous. Transforment vos habitudes. Ça fait que il y a un gros débat là sur COP22, COP21, les histoires à dormir debout, où on demande à ceux qui ne créent pas de poumons à l'atmosphère de payer un impôt Tout à pour fait. sauvegarder l'atmosphère, au même moment où on leur reproche de n'être pas dans la modernité. La modernité, c'est quand on vous vend des usines, on vous vend. Si en même temps on vous dit ne cassez pas, ne touchez pas la forêt, c'est nous ceux qui devons la toucher. On va vivre de quoi? Dans cette région qui a connu Boko Haram. On se sera entendu que la solidarité internationale, qui est prévue depuis 1945, se mette en branle. L'eau part du Nil. Quand il y a les typons, il pousse l'eau vers le bas. Moi, c'est pour ça que je vous ai parlé d'éducation aujourd'hui. On n'enseigne pas ces choses-là à nos enfants pour qu'ils puissent avoir des habitudes. Tout à fait. Quand ça arrive chez vous, l'inondation qui arrive dans ta maison, part de là où elle a été provoquée un peu plus loin. Ça descend par le phénomène des drains historiques pour arriver ici. Donc, il faut que les gens aient les habitudes. Maintenant, vous avez dit qu'il n'y a pas les institutions qui font. L'armée camerounaise, notamment le génie militaire, chaque année, en prévision de ce genre de phénomène, construit des digues autour des fleuves qui peuvent déborder. Vous êtes dans des régions où on peut faire 6 mois sans une goutte d'eau, et quand ça arrive en quantité industrielle. Ce qui est gênant ici, on peut comprendre le courroux des populations, parce qu'il y a d'autres chiffres qui sont sortis. J'ai appris qu'on a comparé les chiffres qui sont allés en Turquie. Je crois que c'était $1 million, $1 million d'euros. 650 millions. Voilà, 650 millions. Dans les mécanismes internationaux, il y a des choses que l'on fait pour rassurer son partenaire qui vient toujours vous aider, que vous êtes ensemble. C'est des gestes. C'est des gestes de diplomatie internationale qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe ici. Maintenant, je termine par là. Je vous ai dit rien que le temps des 40 ans de magistrature suprême, M. Paul Biya. On nous a dit qu'il y a 751 milliardaires. C'est le moment de... Ce n'est pas seulement de crier. L'argent, c'est l'argent qu'ils ont eu le milliard après. C'est l'argent de tous les Camerounais. C'est la caisse publique à travers les marchés publics et autres. La solidarité est celle qui est d'abord familiale, elle est sociétale, elle est communale, parce qu'il y a tout le monde qui doit rentrer en jeu. Mais le jour de la survenue de cette histoire, ces gens-là ont besoin qu'on les accueille quelque part. Moi, je suis d'une région où 1 kilo de riz, le soir, nourrit 14 personnes. Donc, quand j'entends que les gens ont compté le nombre de grains qu'on envoie pour dire que comme nous sommes 14 personnes, chacun aura 12 heures. La solidarité africaine fait de telle manière que un matelas peut porter 15 personnes, ça va plus le faire qu'on va diviser les 350 millions par 2000, puisque si on achète 10 matelas, ça va porter 30 personnes. On n'a pas besoin qu'on en distribue l'argent aux gens. Voilà. Mais le débat demeure. Vous avez parlé de la direction de quoi là? Des catastrophes, de quoi? De la protection civile. De la protection civile, qui est chargée de gérer ce genre de choses. D'abord en amont, à travers une réflexion pour prévoir. Voilà, et ensuite en aval. Maintenant, quand ça survient, j'imagine qu'il doit avoir les éléments de mise en branle de l'intervention de l'État dans les magasins. Tout à fait. Qui peut se mettre en place. Et à la fin, à travers des méthodes d'éducation et de formation, pouvoir prévoir ou prévenir. Mais je vous dis que quand le Nil démarre en Égypte, ça envahit toute l'Afrique. Il n'est pas possible que
Nous qui sommes en bas, que l'on l'arrête, mais on peut le prévoir. Il y a cela 10 ans, l'eau ne montait pas aussi haut que cela se fait aujourd'hui. Je crois qu'on va attirer leur attention pour que l'année prochaine, à la même période, qu'on n'ait pas la même situation que l'on vit aujourd'hui. Mais en attendant, la solidarité nationale les pluies doit se mettre tomber, en place. mon cher. Jacques Léonce Awono, le problème jusqu'ici de tous les Camerounais, François Bikouro, c'est pas les inondations, parce que, comme vous le dites, ça c'est la nature. C'est la gestion qui est faite par la suite pour assister les Camerounais qui sont dans cette crise-là et surtout pour prévenir. On revient à la prévention. Parce qu'on n'est pas surpris avec la pluie. C'est pas comme si c'est une saison qu'on n'attendait pas pour dire qu'on va attendre l'année prochaine. Au même moment, on aura trouvé des solutions. Ça fait près de 12 ans qu'on vit la même situation dans cette partie du Cameroun. 12 ans après, on en est là. Aujourd'hui, on a vu un petit bal de quelques ministres qui essayent de faire un geste à gauche, un geste à droite. On a vu celui de la santé, Manaouda Malachi. Le souci ici, la solidarité nationale. Oui, le souci ici, c'est cette combinaison, cette action combinée qui tarde souvent à prendre corps. Et c'est ce qui dérange. Parce que si chacun parle de façon épars, comme vous dites là, on n'aura jamais un résultat. Il fallait une action gouvernementale orchestrée pour pouvoir, globale, pour pouvoir apporter une solution globale. Si chacun part faire sa part à son rythme, vous pensez qu'on va sortir de là? On va se retrouver l'année prochaine, chacun portera son matériel, il ira offrir. Et puis, la suite, c'est quoi? On aura encore des inondations. Et là, on voudrait avoir un secours qui serve à quelque chose, pas un secours qui soit simplement applaudi individuellement. Je pense que c'est vers là qu'on essaie de partir, M. Jacques Léonce Awono. Oui, Rosalie, je retiens de la dernière prise de parole de l'aîné qu'en 42 années de pouvoir, M. Biya a fabriqué plus de 700 milliardaires. C'est-à-dire que l'argent qui devait servir à construire la digue de Maga a fabriqué des milliardaires. Et finalement, la digue n'est jamais arrivée. Voilà pourquoi les populations de l'extrême nord peuvent souffrir aujourd'hui. Il faut bien qu'elles le sachent parce que en réalité, on ne peut pas faire croire aux Camerounais que les inondations arrivent partout. Sa Majesté dit que l'Europe est plongée. Est-ce que c'est faux? Sa Majesté dit que l'Europe est plongée. Est-ce que c'est faux? En Asie, il y a quelque chose qui est Est-ce que c'est faux? Sauf que... Est-ce que c'est faux? Sauf que... C'est vrai ou c'est pas vrai? L'Europe n'est pas plongée chaque année à la même période. Vous comprenez? L'Europe est plongée actuellement. Actuellement, on l'a compris. Au moment où nous parlons, compris. Toutes les chaînes du monde en parlent. Pas seulement l'Europe, l'Asie également. On le concède. Voilà. Nous disons que, l'Europe n'est pas... C'est un phénomène mondial. On vous le concède. Voilà. Mais nous disons que l'Europe n'est pas plongée chaque année à la même période. Revenant chez nous, à l'extrême nord, ce phénomène arrive là-bas chaque année à cette période. L'Europe est toujours plongée dans les intempéries. Non, c'est pas vrai. Dans les catastrophes. C'est pas chaque année. Chaque année. C'est pas chaque. Non, c'est pas chaque vrai. année. C'est pas vrai, Sa Majesté. Chaque année, il y a eu ça cette année, il y a eu ça l'année passée. Sa Majesté. Il y a eu des catastrophes un peu plus graves. Donc il ne faut pas être de mauvaise foi. C'est chaque année. On va souffrir qu'ils soient de mauvaise foi jusqu'au bout. Oui, c'est donc la très mauvaise foi. On ne doit pas enseigner la mauvaise foi aux Camerounais. En attendant, c'est très mauvaise foi. Et le mensonge, on ne peut pas venir sur la télé. On s'assied là, on enseigne le mensonge aux Camerounais. Et que vous ne voulez pas qu'on dise que vous êtes en train de mentir. Majesté, vous savez que si on joue à ce jeu-là, on ne va pas évoluer dans le débat. On n'enseigne pas le mensonge au Camerounais. Vous savez. Majesté a compris. Vous savez qu'on ne va pas évoluer. Mais on n'enseigne pas le mensonge au Camerounais. Jacques, vous avez la parole. Rosalie, la réaction de Sa Majesté ne me surprend du tout pas. Parce que vous savez, ces gens que le RDPC en constitution en chair à canon médiatique, je ne comprends pas l'expression. Canon à chair médiatique. Ils réagissent souvent comme de l'eau bénite sur le démon lorsqu'on leur dit quelques vérités. Donc, j'étais en train de dire qu'en réalité, ce qui arrive à l'extrême nord maintenant arrive chaque année à la même période. Il est donc question de comprendre la responsabilité des pouvoirs publics. Qu'est-ce que les pouvoirs publics font pour anticiper au maximum ce type de catastrophe? Qu'est-ce que nos pouvoirs publics font pour anticiper au maximum ce type de catastrophe?
Parce qu'elles arrivent. Je suis obligé de rire. Parce qu'elles arrivent chaque année à la même période. Qu'est-ce qu'on fait pour anticiper? Monsieur, on nous a promis. Pas les catastrophes naturelles. On nous a promis. On n'est pas Dieu. On nous a promis une digue de Maga qui n'est jamais arrivée. Je crois que si finalement cette digue avait été construite, elle aurait empêché que nous vivons ce que nous sommes en train de vivre là, au maximum. Mais la digue n'a jamais été construite. Je voudrais que Sa Majesté nous dise pourquoi la digue n'a jamais été construite. Non, mais je me pose la même question. Moi, je me pose la même question. Alors, commençons par là pour comprendre que... Je me pose la même question. Commençons par là pour comprendre que les pouvoirs publics ne font rien pour anticiper sur ce type de catastrophe. Parce que si la digue avait été construite, on ne vivrait pas aujourd'hui la mort de 11 personnes, par exemple. On ne vivrait pas aujourd'hui un tel désastre, parce que là, il s'agit d'un désastre. Alors, vous ne pouvez donc pas nous faire croire que, puisque ça arrive en Europe, ça arrive en Asie, il faut que ça arrive aussi au Cameroun. Alors que le Cameroun peut faire quelque chose qui peut empêcher au maximum que cela arrive. Donc, et puis, on nous dit que les 350 millions, c'est l'aide d'extrême urgence. Je veux bien croire à la bonne foi de M. Biya, 42 ans après. Mais quand même, si on veut aider véritablement l'aide d'extrême urgence, il y a de l'argent dans ce pays qui sert à des futilités. Carrément des futilités. Dernièrement, on a débloqué des milliards pour un futile match qui ne sert à rien du tout. C'est un loisir, ça. Mais on nous fait croire que 11 personnes, 11 Camerounais sont partis. Des milliers sont sans emploi, sans abri. Des milliers ont tout perdu. Des bétails et tout ce qui va avec. Des maisons. Mais quand même, on nous fait comprendre que puisqu'il s'agit d'une aide d'extrême urgence, on ne peut débloquer que 350 millions. Et pourtant, nous savons qu'il y a des caisses noires. Il y a la ligne 94 qui devrait logiquement servir à ce type d'urgence. Mais elle sert à quoi? Elle sert à fabriquer des milliardaires, comme l'a dit M. Bikoro. Malheureusement, nous avons des caisses noires dans ce pays qui peuvent servir à ça. Mais la ligne 94, à quoi sert-elle finalement si elle ne peut pas être servie à l'extrême urgence comme ce désastre? Il s'agit des Camerounais. Et lorsqu'on s'imagine aussi que le premier acte majeur de M. Biya, lorsqu'il arrive en 82, c'est de créer cette région. Il a même appelé la fille aînée du renouveau. Alors, lorsqu'on veut aider sa fille aînée, c'est comme ça qu'on aide sa fille aînée. Mais cela serait Sa Majesté. Ce n'est pas comme ça qu'on aide sa fille aînée. Donc, si véritablement on avait voulu en urgence aider ces gens, ces Camerounais qui souffrent, on aurait utilisé la ligne 94 qui engloutit des milliards chaque année, qui ne servent à rien, qui sert plutôt à fabriquer des milliardaires et des pécistes, à servir à ce type de cause. Il me semble que ce soit une cause noble. Parce que là, c'est la fille aînée du renouveau qui dure depuis 42 ans. Je crois que il faut qu'on arrête de se moquer des Camerounais. L'État, M. Biya, pouvait faire mieux que ça. Parce qu'il y a de l'argent quelque part, il y a des caisses noires qui logiquement devraient servir à ce type d'urgence. Et là, il s'agit de sauver des vies, les vies des Camerounais. Il n'est pas question de fabriquer toujours des milliardaires avec l'argent du contribuable camerounais. Président Amadou Aminou, on a dit que ce n'est pas un argent à partager. C'est vrai qu'on se demande où est-ce qu'on va poser les matelas sur l'eau pour dormir quand on va les acheter en gros. Je ne sais pas, ça sera des matelas en plastique peut-être flottants, ils vont dormir en argent sur l'eau. Vous maîtrisez ces zones-là mieux que nous. Comment on peut faire pour utiliser ce type d'argent dans ce genre d'endroit pour aider les sinistrés? Puisqu'on appelle déjà à l'aide humanitaire, je suppose que le monde entier va se déverser dans l'extrême nord du Cameroun, d'aucuns avec les sacs de riz,
ainsi de suite. Et ce qu'on voit souvent chez les autres va se voir au Cameroun. C'est un peu désolant à un moment donné de devoir vivre ce genre de spectacle-là auquel on n'était plus habitué depuis un moment déjà. Mais si déjà le préfet appelle à l'aide humanitaire, je suppose que c'est la porte ouverte. Bon, Madame Rosalie, vous savez que chez nous, on nous dit que même si on vous donne un papier format, vous montez sur ça, vous avez augmenté la taille. Et moi, là où je suis là, je peux mettre même ma main au feu, Madame Rosalie. Président Biava fait plus que ça. Ça là, c'est comme on appelle caisse d'avance. Comme on appelle caisse d'avance, non? Ça dépend, il y a ceux qui ont émis les besoins. Bon, on peut leur dire que bon, peut-être il y a une urgence donnée, comme il y a ceux qui ont perdu leur famille. On peut leur dire que bon, prenez ça, préparez d'abord en attendant que on essaie de voir ce qu'on doit faire. Bon, si le préfet aujourd'hui a décidé d'appeler tout le monde, parce que maintenant ce n'est pas question seulement du président Biya, c'est question de tout le monde. Même ceux qui ont titré sur les presses là, 1750 là, et même ils peuvent contribuer aussi. C'est pour tout le monde maintenant. Donc il n'y a pas question de tu es du MRC, tu es du RDPC, tu es de ANPC, ou tu es Bamleke, ou tu es Betty, tu es... Non, c'est pour tous les Camerounais. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'on doit se préparer pour les prochaines fois. Il ne faut pas que les cas encore se répètent. Ça fait 12 ans. Je suis d'accord. Et vous, donc c'est à la 13e année qu'on pourra se préparer. Madame Rosalie, vous savez que nous sommes à l'élection présidentielle, non? Ah, donc c'est l'élection qui va pousser... Non, je vous dis, nous sommes à l'élection présidentielle, non? Oui. Dans quelques jours, non? La région la plus compliquée au Cameroun, c'est l'extrême nord. C'est là, s'ils n'arrivent même pas à arranger, il sait que le président va aller. Ils vont poser les problèmes chez le président. Donc, pour moi, tel que 350 millions qu'on a déjà donné là, ça c'est une caisse d'avance préparée, peut-être ceux qui ont des... pour le deuil. Donc si je suis dans votre raisonnement, président, oui, il faut qu'ils attendent le président quand il va venir pour les élections. Ce n'est pas qu'il... Et qu'ils demandent que leur problème soit résolu. Lorsque 12 ans après que ce problème ait démarré dans la Madame Rosalie, pays, rien n'a été fait. Madame Rosalie, jusqu'ici, chaque Camerounais a sa part de contribution. Si moi je veux écrire pour donner ma part de proposition au chef de l'État, je n'ai pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux ou bien appeler quelqu'un. Chaque Camerounais a sa part de... Il y a d'autres pour eux, leur problème c'est l'argent. Comme on dit que vanité, nous tous on va partir et laisser l'argent. Mais si je vais te dire ce que j'en pense, je te dis ce que j'en pense. Il y a d'autres qui ne peuvent même pas se lever là pour dire au président que monsieur le président, voilà ce que je veux. Moi, je peux me lever en tant que président national ANPC. En tant que collègue du chef de l'État, je lui dis, monsieur le président, voici ici, là, voilà ce qu'on doit faire. C'est de notre droit, on lui demande. Si on ne demande pas au chef de l'État, on va demander à qui? D'accord, population de l'extrême nord, attendez la campagne et puis vous demandez au président de résoudre ajouter autre chose. Inondation dans l'extrême nord du pays. En attendant, qu'est-ce qu'ils font? C'est pour te dire que, Madame Rosalie, maintenant c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire du président Biya. Ça c'est première des choses. Il faut qu'on s'entende d'abord sur première des choses. Deuxième chose, quand moi-même je vois qu'à l'heure actuelle, les enfants qu'on prend, qu'on met dans les pirogues, qu'on dit qu'aller à l'école là, il y a quelle urgence? Les enfants là devaient rester d'abord, on devait chercher des professeurs qui sont là-bas, parce que là où ils sont en train encore d'aller à l'école, on les met dans les pirogues. Encore, on aura encore une autre catastrophe. C'est ça. Là encore, ça serait comment? Il y a quels gens, ceux même qui ont fait l'école là, qui ont le doctorat, les licences, les maîtrises là. Il y a d'autres même qui sont en train de chômer là-bas, il n'y a même pas de boulot. Pourquoi alors qu'un enfant peut-être de 15 ans, et 18 ans, 20 ans, va encore entrer dans les pirogues pour aller? Non. Qu'on doit trouver des professeurs qui sont là-bas, on trouve un endroit qu'on arrange, qu'on les donne le cours. Et le reste et là. Les professeurs là, ils vont dormir là-bas, puisqu'ils vont aussi naviguer dans la pirogue pour aller donner cours. Non, il y a des zones que là où il peut aller se loger. Tout le monde peut habiter là-bas. Mais j'ai dit, Madame Rosalie. Non, je pose la question pour qu'on comprenne. Madame Rosalie, on peut même se déplacer là, les ramener même si c'est à Marois, même si c'est à Kaélé, même si c'est à Yagua, même si c'est oui, il y a des zones qu'on peut les amener en attendant que on trouve la solution par rapport à ça. D'accord. Donc, pour moi, vous savez que si le président Biya, même s'il donne aujourd'hui là, il donne 350 milliards, il y a les gens qui vont toujours critiquer. Ça, ce n'est même pas à discuter. On connaît tous ces gens-là. Donc, pour nous, il n'est même pas d'abord encore au pays. On va trouver la solution. Il y a déjà le rapport qui est déjà monté.
comme on a dit qu'il y a le ministre de l'administration territoriale, ministre de la santé, ministre du marché public, donc tout le monde. Et vous savez que c'est les Chinois maintenant qui viennent de gagner même le marché, là-bas, à Yagua, Lagdo, tout ça là. On va les imposer pour les demander, bon voilà le problème là, vous-même, qu'est-ce que vous en pensez pour faire pour lancer le marché sans que ça passe par le marché public, on trouvait la solution. D'accord. Donc pour moi, je sais que avec la volonté de Dieu, ce qu'on fait d'abord, on trouve d'abord la solution, on continue à prier d'abord, l'eau la baisse, quand l'eau la va baisser, et maintenant on va trouver la solution. On prie, François Biko. C'est normal. On ne change pas de barque au milieu du fleuve. Vous voyez que le débat est en train de dériver vers l'élection présidentielle. Qui a dérivé le débat vers l'élection J'ai présidentielle? l'impression que vous avez deux voisins qui... Non, c'est une l'impression. suggestion. Ça pas de solution. Je dis Pourquoi bien- vous avez l'impression? Je dis bien que... Il trouve qu'on est bientôt en allée électorale Non. et que peut-être avec les élections, l'extrême nord va sortir de l'inondation. Non, C'est sa vision. Il a le droit de voir comme ça. Je précise bien qu'on ne change pas de barque au milieu d'un fleuve. On ne change pas de barque. Vous êtes en train de demander au Cameroun de changer de barque au milieu d'un fleuve. Je vous ai dit qu'il y a eu l'inondation à Douala. Même si c'est possible, hein, Je termine. c'est possible Je peux avancer. de changer Je dis- de barque au milieu Je ne suis d'un pas sûr, fleuve. je suis côtier. C'est pas possible. S'il y a deux barques côte à Non, côte, il n'y a là, pas deux barques côte à côte. Quand vous êtes dans un fleuve, les barques ne sont pas côte à côte. est-ce qu'on peut pas se C'est- rapprocher? Vous voyez que vous... Moi, j'ai été dans une pirogue, on a rapproché l'autre, on causait, on se tenait la main. Non, ça devait être un festival de pirogues. Pourquoi Si c'est vous ça, habitez les pirogues? dans une côte comme moi, je suis côtier, l'eau, c'est comme l'air là. Les avions ne se côtoient pas. J'ai des Donc, forces quand vous ne là, connaissez c'est- pas, il faut laisser que Non, ceux qui j'ai vivent. dit que moi, j'ai été... Je vous dis, ça dans devait être une à l'occasion d'un pirogue. coup de plaisance. Vous n'étiez Donc, pas, ça veut dire que c'est vous n'étiez faisable. pas sur un fleuve, vous n'étiez pas... Vous savez, C'est juste pour dire que c'est ce n'est pas faisable. faisable. Il y a une possibilité que ce soit fait. Non, une possibilité que que soit côte à Ça veut côte, dire que ce soit dans le quoi? Ça festival. veut dire quoi? Que Vous ce parlez soit dans d'une la région. puissance. Vous parlez d'une région. Il faut d'abord connaître comment on vit dans cette région. De l'extrême nord. Oui. Il faut connaître comment on vit dans cette région. On vit comment? Il faut connaître la situation de cette région. Donc, si on vous dit maintenant qu'il y a un plan d'urgence pour la région de l'extrême nord, Un plan d'urgence. oui, qui se met en place depuis. Il y a des plans d'urgence dans tous les secteurs. Très du bien, Cameroun. très bien. Dans tous les secteurs. il y a des Et plans. vous revenez donc à l'urgence dont je faisais allusion tout à l'heure. Le plan d'urgence de l'extrême nord est en marche. Il y a quoi dans ce plan C'est d'urgence? jusqu'à quel niveau? Il y a les routes, Il y a les routes. il y a l'eau, Il y a l'eau. il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a la sécurité. Ah. Et c'est annoncé pour Horizon? Non, il y a la sécurité. Et je prends le bout de la sécurité. Non, je demande que c'est annoncé pour quel horizon? Non, le plan Parce qu'il y a triennal annoncé est des de plans. 3 ans. Et il est déjà mis en œuvre. Le plan Hein? triennal est de 3 ans. La troisième année est en train de finir. Quel plan triennal? De Jeune? l'extrême nord. Je ne parle Ok, pas de jeunes. non, attendez, n'allons Je pas. parle de- Il faut que les Camerounais vous comprennent, Oui. François Biko. Aidez-moi à aller faire... Vous dites qu'il y a un plan d'urgence pour l'extrême nord qui est lancé. Il y a à l'intérieur les routes, la sécurité, l'eau, pour arranger l'extrême nord. Et que c'est en cours. Je vous demande qu'à l'horizon combien. Donc on a lancé ça pour combien Le de plan temps? d'urgence, j'ai répondu tout à l'heure, c'est parce que vous voulez être à ma place, c'est 3 ans. 3 ans. Nous sommes à la troisième année, j'ai bien dit, nous sommes à la tout à troisième fait. année. Et qu'est-ce qui a déjà été fait donc? Mais je vous dis, allez à l'extrême nord. Vous êtes sur le plateau. Dites-nous, ils sont connectés. Voilà, réagir directement. Qu'est-ce qui a déjà été fait dans tout ce Moi, qui est je ne annoncé? suis pas venu ici pour parler politique. Je ne suis pas Qui politique. parle de politique? C'est vous qui abordez un plan de sécurité, un plan d'urgence. Expliquez-nous, il y a quoi dans le contenu? Est-ce que vous savez que l'extrême nord, depuis 13 ans, subit les dénivellations de Boko Haram? Je pense Non, que est-ce que vous le vous êtes savez? en train de créer l'affaire. Est-ce que vous le savez? Ce qui suppose, attention, Vous nous créez l'affaire de l'affaire dans l'affaire. Nous sommes en train de comprendre pourquoi 12 ans après que les inondations... vous ne comprenez pas qu'il y avait la guerre à l'extrême nord? Qui peut retarder pendant 12 ans? Madame, laissez la Mais vous voulez démocratie faire- vous voulez faire quoi? s'exprimer. Laissez-les s'exprimer. Pendant 12 ans, il y avait Boko Haram. Laissez-les s'exprimer. Il y avait Boko Haram. Oui. Il y avait Boko Haram. Voilà, Ça peut expliquer pourquoi certaines choses ont été retardées pour construire une route dans l'insécurité. Ça se fait aujourd'hui au nord ou au sud-ouest. Il n'y a pas moyen de mettre le macadam sans que les Amazoniens arrivent. Ça peut retarder. Donc pour le temps, c'est déjà réglé. Maintenant, je voudrais que les catastrophes ne soient pas liguées sur l'extrême nord. Je vous dis qu'il y en a eu dans le littoral.
C'est même aller plus loin. Certains ont utilisé ces catastrophes de l'eau-là pour expliquer qu'un ne peut pas avoir lieu. Vous avez fait des débats ici. J'étais au Brésil, je vous voyais faire des débats sur ça. C'est quoi? Quand vous avez dit que comme il y a l'eau, À Douala, il n'y aura pas match. non, qui ne peut pas avoir match. Vous qui? Quand vous disiez, vous tout à l'heure, vous disiez qui? Vous disiez quelqu'un. Alors pourquoi quand ça arrive à l'extrême nord, où le phénomène est naturel, Voilà. hein, où les gens souffrent de cette situation depuis, vous ne voulez pas qu'on analyse sur le prisme technique? Il y a un problème. Parce que même l'État, on vous dit que toutes les écoles ont été sinistrées. Ça veut dire que l'État lui-même est dans la victime. Il ne peut pas laisser ce qu'on a mis en place pendant le plan triennal aller comme ça à volo. Donc il y a certaines choses que l'on peut dire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des ministères dédiés. C'est à ces ministères qu'il faut dire maintenant, le président a déjà fait l'extrême urgence. Mettez donc en branle les mécanismes pour lesquels votre ministère a été créé. Comme Timovouna avait dit ici en son temps, moi je casse, le ministère des Affaires sociales se met en branle. Il ne faut pas venir me demander, moi qui veux construire la ville, selon le schéma que j'ai dit que la ville doit être construite, que quand je veux embellir la ville, vous me dites qu'il y a ceci. Et les ministères dédiés doivent donc se mettre en branle. Nous sommes tous d'accord à cet effet. C'est-à-dire qu'il y a un ministère des Affaires sociales. On vous a dit tout à l'heure, le ministère de la Défense fait déjà beaucoup de choses de ce côté-là. Moi-même, j'ai construit une maison pour les femmes victimes de la guerre de Boko Haram à l'extrême nord. Ce n'était pas l'État. J'ai fait la mobilisation des fonds internationaux et nationaux dans un plaidoyer parce que j'ai remarqué que l'argent de l'État depuis pratiquement la guerre de Bakassi, pour que nous faisions ce débat sur ce plateau, mon cher frère, l'argent de la 94 achète des armes. Pour que nous faisions ce débat. Quand vous voulez attraire à la gestion de la destinée collective, il faut comprendre les destins individuels. Si vous ne savez pas comment se gère l'État, vous ne pouvez pas venir parler des choses compliquées. Absolument. Donc vous n'avez pas ni des tenants, ni des aboutissants. Mais on reste dans... C'est pour cela que c'est plus facile de rester dans l'engrenage politicien. Monsieur Biya, oui, parce que c'est le chef de l'État, il a posé un acte. Et je vous dis que l'acte était en extrême urgence, vous dites que l'extrême urgence n'existe pas. Ici à Yaoundé, où nous sommes en train de faire cette télévision aujourd'hui, je vous ai dit qu'il rentrait d'un voyage, il a trouvé l'inondation, on a mis en branle les drainages, et je vous dis que ces drains, vous trouvez les plastiques, qui ne doivent plus être en vigueur dans notre pays. Je voudrais voir des débats où on dit aux gens de ne pas faire de whisky dans les plastiques, de ne pas mettre les bières dans les plastiques, parce que ces choses-là sont non biodégradables. Allez sur le drain d'un Foudi, au moment où je vous parle, vous allez trouver que c'est complètement bouché. C'est le fait des Camerounais, c'est le fait des hommes. L'État ne peut pas construire quelque chose et venez encore gâter. Et nous parlons, je vous ai dit qu'on va entrer en démocratie tout à l'heure. Vous allez constater qu'on puisse y entrer, on va sortir de oui, je préfère. Majesté, si je comprends bien, déjà je vous rappelle que c'est le même gouvernement qui a prolongé la consommation des plastiques au Cameroun. Donc, justement, à partir de là, vous ne pouvez pas demander aux gens de dire aux Camerounais, lorsqu'on leur a donné le droit d'utiliser ces plastiques. Pour poursuivre, je comprends donc que dans la partie extrême du Cameroun, le gouvernement ne peut plus rien parce que l'argent part pour la guerre et autre chose, et que désormais ils sont abandonnés, tout le monde qui peut aller les aider, donc le préfet a raison d'appeler à l'aide humanitaire, parce que s'il faut attendre du gouvernement, on n'aura rien. Non, ce n'est pas comme ça que se gère l'État. C'est pas comme ça que se gère l'État. En fait, lorsque une catastrophe comme celle-ci survient, sur le plan d'urgence, vous avez tout à l'heure prononcé la gestion de la protection civile qui est logée au ministère de l'administration territoriale. Mais sur le plan local, les responsables, les communautés, les responsables des communautés dans les différentes familles, le responsable local, dont en l'occurrence le sous-préfet, le préfet, ceux qui représentent dans le MINAD, généralement, lorsque une catastrophe intervient, ils font rapidement, n'est-ce pas, le point en travaillant avec les gens de l'armée. Avec les gens de l'armée. Avec les gens de l'armée, on cherche d'abord à sécuriser ce qu'on peut encore sécuriser, les hommes. C'est-à-dire qu'à mettre à l'abri ce qu'on peut mettre à l'abri, après avoir mis à l'abri les populations,
On fait donc un premier bilan, dont on interroge les chefs de communauté, que bon, dans votre famille, qu'est-ce qui s'est passé? C'est donc ainsi que un premier rapport est fait, n'est-ce pas, par les autorités administratives. Oui, c'est ce premier rapport est donc fait directement envoyé, n'est-ce pas, au MINAT et envoyé, n'est-ce pas, à la présidence de la République. C'est donc comme ça que les interventions d'extrême urgence arrivent. En attendant que, puisque le sinistre est encore sur place, le sinistre est encore local, donc on va attendre, lorsque certaines eaux vont se retirer 2 ou 3 jours plus tard, on va donc faire, n'est-ce pas, le bilan de tout ce qu'il faut pour sécuriser, n'est-ce pas, et les installations de l'État et la position, n'est-ce pas, des différentes victimes. Alors, vous devez savoir que le président Paul Biya n'a jamais négligé ce qui est arrivé à l'extrême nord. Il n'a jamais négligé ce qui arrive à l'extrême nord lorsqu'il faut intervenir. Il intervient toujours parce que les populations de l'extrême nord ont toujours été, n'est-ce pas, pour le président Paul Biya. Il faut savoir comment l'État fonctionne. En ce qui concerne les intempéries, quoi qu'on dise, il y aura toujours les intempéries. Il y aura toujours les intempéries, que ce soit ici au Cameroun, si le Cameroun est dans le monde. Personne ne fait un débat sur l'inondation. Sauf si on porte le Cameroun, on amène le Cameroun hors de la galaxie terrienne. Non, donc dans le monde, lorsqu'il y a intempéries, les intempéries et les catastrophes naturelles, c'est la nature et l'homme par son action, doit toujours, n'est-ce pas, se prémunir, doit toujours se battre, doit toujours, n'est-ce pas, faire des efforts pour ne pas que les catastrophes naturelles puissent emporter, n'est-ce pas, les hommes. Et dans le cas d'espèce, la région en question, c'est vrai, toute la zone est remplie d'eau, mais il y a, n'est-ce pas, certains points, dans certains villages, dans certains arrondissements, qui sont un peu hors de l'eau, c'est là où se sont réfugiés. Là où on va mettre les matelas. C'est là où se réfugient, non, les éléphants. Les éléphants. Donc maintenant ils vont vivre. Oui, parce que ce n'est pas seulement parce qu'à côté de cette catastrophe naturelle, il y a les éléphants qui déciment c'est tout ça qu'il faut gérer. D'accord. Il y a les animaux, il y a les hommes, il faut gérer tout ça. Donc c'est pour dire effectivement que les responsables administratifs, de la zone du Mayo-Kani, parce que dans le Mayo-Kani, c'est Kaélé et des environs, le Mayo-Danaï, le Logo-Nechari, le Djamaré sont à pied d'œuvre pour ne pas que les populations... Vous citez là les noms oui, c'est ça. Oui, Jacques, dans les feux, que les gens ne puissent pas souffrir, et donc il faut éviter de mettre en conflit les populations qui ont toujours soutenu le président Paul Biya et notre président Paul Biya. Je suis d'autant plus gêné et chagriné de constater qu'il existait quand même un plan d'urgence triennal de l'extrême nord. Il n'existe pas qu'il existe. Il existe, non. C'est curieux que vous ne le saviez pas. C'est curieux que vous ne le saviez pas. C'est pour cela que vous dites des choses qui ne sont pas vraies. C'est pour cela que quand vous dites des choses qui ne sont pas vraies, on vous arrête directement. Il existe un plan d'urgence pour l'extrême nord. C'est les mini-pads qui gèrent ça. Sauf que pendant que votre plan d'urgence est en train de... Le plan d'urgence de l'État. Oui. S'il vous plaît. Pendant que votre plan d'urgence est en train d'être mis en place, c'est là où survient la plus grosse catastrophe. C'est pas la plus grosse. C'est la plus grosse juste ici. Dans l'extrême nord, c'est la plus grosse juste ici. C'est pas la plus grosse. On n'a pas eu pire. Donc en réalité, passagers, ça avait fait vous. Donc en réalité, non, ça, elle est pire. En réalité, on a mis 5 milliards pour la remettre en place. On a mis 5 milliards pour remettre la digue en termes de sinistrés. C'est la pire cette année. Justement. Donc là, c'était la digue, on l'a réparée. Mais là, on a des victimes, on a des morts. Moi, j'ai vu 7 ministres par l'avion. Donc en réalité, ce que moi j'aimerais savoir, ce que je voudrais que Sa Majesté nous dise, c'est qu'est-ce que les pouvoirs publics font pour empêcher que ce type de choses n'arrivent. Oui, on est d'accord, c'est des catastrophes naturelles, oui, ça arrive en Europe, l'Europe est plongée, l'Asie est plongée. Mais qu'est-ce que les pouvoirs publics font? Mon frère, les pouvoirs publics ne peuvent pas arrêter la nature. Gouverner, c'est anticiper, c'est prévoir. Qu'est-ce qu'on fait? Non, tu n'es pas Dieu.
Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher que 11 personnes ne puissent mourir? Tu ne peux pas arrêter la nature, mon cher. Il ne peut pas répondre à ça. Faut pas dire les Aidez-nous à donner la réponse à cette question. Non, laisse-qu'il nous donne la réponse. Donc, en réalité, oulala, c'est grave. C'est très grave ce que vous Les dites. Camerounais, qu'est-ce qu'on peut faire selon votre... C'est grave. en réalité... Toi, tu ne peux pas, tu n'as pas la réponse. Oui, moi je n'ai pas la réponse. Maintenant, il va nous dire ce qu'on peut Moi je n'ai pas la réponse. Moi je n'ai pas la réponse. Moi je n'ai pas la réponse. Et puis tout le monde parle au même moment. C'était pas. Vous comprenez que ils sont en train de faire diversion pour m'empêcher de parler, mais je vais dire. En réalité, j'ai commencé à dire... Il faut arrêter la pluie. J'ai commencé à dire ici que si finalement la digue de Maga avait été construite, ça nous aurait empêché peut-être que 11 personnes soient décédées. Mais vous ne pouvez pas le refuser. Vous demandez que je réponde. Je réponds en vous disant que ce que le gouvernement aurait pu faire pour anticiper, c'est de finir la construction de la digue de Maga. Il y a eu 400. Plus de 400 morts au Tchad. Tout au moins, finir la construction de cette digue. Ça va empêcher peut-être que... Plus de 400 morts au Tchad. C'est des Camerounais qui sont partis. Plus de 400 morts. Lorsque vous parlez comme ça, j'ai l'impression que vous vous moquez d'eux. Non, laisse-le. Toi, donne seulement les solutions pour se C'est des Camerounais qui sont partis. Non, alors. Donc, en réalité, empêche alors aux intempéries d'arriver. je crois que pour faire sérieux, il faut demander à nos gouvernants d'être proactifs. Encore Il faut pas être dans la réaction. Les gouvernants ne font rien. Il faut pas tout le temps être dans la réaction. Il faut être proactif. Parce que si on avait été proactif, on aurait peut-être empêché que 11 personnes soient décédées. Non, les gouvernants doivent arrêter la pluie. Bonsoir Bikoro, l'homme à Bikaï à Brésil. Michelin depuis Meillomé Sala, ton frère. Bonsoir à tous sur le plateau. J'espère que j'ai bien prononcé ce qui a été dit. Bonsoir Rosalie, pardon, dites à ce monsieur du RDPC de se taire et laisser les autres s'exprimer. Depuis Garoua, qui nous écrit ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Le type de l'ANPC est une honte pour l'extrême nord. Pour lui, le code devrait être en suspens pendant que les autres régions avancent. On doit donc attendre le chef de l'État pour régler les problèmes au Cameroun. Que lui et sa famille restent priés à Allah pendant que nous autres cherchons une solution. C'est Laure qui nous écrit depuis Figuil. Bonsoir Rosalie, bonsoir avec votre plateau. Ce monsieur le juriste dit la vérité. Les fils élites de Yagua n'aiment pas leur village. Vraiment, ils ne travaillent pas comme il faut pour leur peuple Massa. Je suis à Yagua depuis le mois de mai pour les travaux d'ouvrage d'art. Beaucoup de choses. C'est papa Inak qui nous écrit depuis Garoua. Bonsoir Madame Dessele, souffrez s'il vous plaît. Ça c'est la démocratie. Ouais. La démocratie. La démocratie est compliquée. Hein. Non, vous voulez qu'ils disent que le père n'a rien à dire? Non. Vous voulez que je lise comme ça? Oui, le problème c'est la démocratie. Justement, je suis encore libre d'éviter les dégâts. Sinon, après, c'est vous qui allez vous déshabiller encore sur mon plateau. Bonsoir, madame. Monsieur Bikoroa, sûrement un autre extrême nord dans sa tête. Je suis à Marois. Je ne me reconnais pas dans ses dires. C'est Robert. Vous voulez qu'ils disent, on va lire. Bonsoir à tout le panel. Les inondations sont des catastrophes naturelles. Nous les vivons même en Europe et ailleurs. Faites de bonnes propositions aux Camerounais au lieu de parler de M. Biya. C'est un patron d'une nation. Laissez la population de l'extrême nord se plaindre. Joseph qui nous écrit depuis Insam. Monsieur Bikoro, si j'étais sur le plateau, tu mérites une bonne paire de gifles. Tu as déjà quel poste au RDPC? Tu nous déçois vraiment depuis ces champs, depuis Yaoundé, qui nous écrit. Rosalie, bien vouloir dire à M. Bikoro qu'il ne peut pas expliquer l'inexplicable. Il se parle à lui-même. Bonne suite d'émission. C'est Rock qui nous écrit. Ondon doit être devenu spécialiste de la météo. C'est quoi ce type de sabitou? Un peu solo depuis Ibolova. Bonsoir Madame Rosalie, tu es une modératrice hors pair. Je t'en prie. Le temps de parole de l'activateur politique sur le plateau est du temps perdu. Il ne dit rien de bon. Le plan triennal auquel il fait allusion et qui est à sa troisième année n'a-t-il pas été mis en place dans l'insécurité? Un salut chaleureux à M. Awono. Je suis Chouadia depuis Mélène.
Bonsoir, le gouvernement ne peut pas faire quelque chose pour l'extrême nord. Sinon, s'ils n'ont pas pu finir l'autoroute Yaoundé-Douala, le complexe sportif d'Olembe et autres. Autre réaction, bonsoir Rosalie, que François Bikoro arrête d'embrouiller les gens. Le logo n'est pas seulement du côté du Cameroun. Pourquoi on n'entend pas parler des inondations du côté de Bongo, au Tchad, qui est une ville frontalière à Yagua? C'est vrai qu'on n'y peut rien. Laissez que je finisse avec les messages. C'est vrai qu'on n'y peut rien contre une catastrophe naturelle, mais ceci est le résultat de l'incompétence et du banditisme des Camerounais. Pendant qu'au Tchad, on construit des vraies digues, mais chez nous, ce sont des sacs de sable qu'on dépose. Le monsieur du R dit que la population de l'extrême nord soutient le président, n'est-ce pas? Le tout, si c'était bon. Le mal est profond, restez au passé, on vous attend seulement au tournant. En 2025, la surprise sera de taille. Autre réaction enregistrée ce soir. Voilà. Bonsoir Madame Rosalie, à tout ton panel. L'excès d'eau qu'on appelle au Cameroun sinistré est une ressource rare que l'Israël, qui n'a que 1 mois et demi de pluie, utilise le peu d'eau qui tombe pour irriguer son agriculture tout au long des 10 mois et demi des saisons sèches, en stockant l'excès d'eau dans les grandes citernes dans le sol pour l'utiliser en agriculture. Donc au Cameroun, cet excès d'eau devrait être stocké dans le sol pour faire l'agriculture en saison sèche qui dure plus de 9 mois. Il faut juste les inspirer. Bonsoir Madame Rosalie, à tout ton panel. C'est vraiment déplorable pour les deux messieurs du RDPC sur le plateau. Ils sont incapables de nous expliquer de manière simple le plan d'urgence mis sur pied, mais par leur gouvernement RDPC. Ces gens n'ont plus honte. C'est Raoul. On va en Côte d'Ivoire. Bonsoir ma bien-aimée Rosalie, si tous les Camerounais apportent leur contribution en numéraire, en matériel, la créature de M. Biavo encore distrait, c'est là. Pourquoi les Camerounais acceptent-ils de souffrir autant depuis 43 ans dans leur pays? Ce que Bikoro dit sur les pirogues ou embarcations est faux. Bikoro là, Depuis quand Bikoro a déjà géré un État au point de venir insulter l'intelligence des Camerounais? Les gens du RDPC prétendent savoir comment un État fonctionne dans ces pays sérieux. Dans des pays sérieux et bien gouvernés, le président lui-même se déplace pour aller réconforter les sinistrés. Quelle médiocrité et misère morale pour ces pépés. Il y a des pays dans le monde qui savent maîtriser l'eau. Les Pays-Bas par exemple. Les tremblements de terre. Le Japon par exemple. Donc on peut tout prévoir. C'est M. Etoundi qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. On va au Gabon. Bonsoir madame, la loi islamique a interdit la musique, donc moi je donne rien à Madoua Idiot. C'est Abdoulaye depuis Bitam qui nous écrit. Vous êtes libre de ne pas vouloir donner, que c'est la loi islamique qui le dit, mais vous n'êtes pas obligé. Bonsoir Rosalie, l'extrême nord, la fille aînée du renouveau doit se plaindre car la région est oubliée par le pouvoir. Aux urnes citoyens, c'est Jean-Claude qui le dit. Bonsoir madame Guesselet, bonsoir à votre panel. L'injure, le mépris, la condescendance, c'est la marque de fabrique des gens du RDPC avec leur mauvaise foi habituelle quand ils sont en manque d'arguments. Venant d'une majesté RDPCiste, le raisonnement simpliste et le manque total d'objectivité ne m'étonne pas. Il est à l'aise pour dire que les inondations c'est partout dans le monde, notamment en Europe et en Asie, tout en refusant d'admettre que dans ces mêmes parties du monde, depuis plus de 42 ans, il y a de l'électricité, de l'eau potable, des autoroutes bitumées, des gratte-ciel. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. C'est pas signé. Autre réaction enregistrée ce soir. Bonsoir Rosalie. Dites à Bikoro qu'on ne le reconnaît plus. Son projet c'est quoi? Est-ce qu'il dit la vérité? Bonsoir le riche panel, je suis Solange de Fougerolles. Monsieur Bikoro parle de la diaspora irresponsable. Qui est à l'origine de cette diaspora irresponsable? C'est nos dirigeants, nos gouvernants. Combien d'Africains meurent chaque année sous le silence des chefs d'État africains parce qu'ils n'ont pu trouver un moyen de subsistance? S'il est votre travail, arrêtez de vous moquer de cette jeunesse. Si vous n'éduquez pas vos enfants, la rue le fera. Laissez les beaux ailleurs. Si ce régime n'était pas confisqué, le pouvoir n'avait pas confisqué le pouvoir, on aurait moins de jeunes africains qui prendraient le chemin de la Méditerranée, un pays qui vit des scandales à n'en plus finir. Monsieur Ondondo, depuis la nuit des temps, l'homme boulot, c'est la bouche avec les poches vides. Il ne construit pas. Elle envoie les rires. Hein. Elle est en train de rigoler. Qui est boulot? Bonsoir Rosalie, bonsoir le plateau. Je suis Alti
du fait que la population de Yagua est en train de tirer des leçons et comprendre les choix qu'elle a fait de façon inconsciente lors des élections passées. Je pense que le moment est venu pour elle de prendre des choses en main et de choisir une personne qui pourra gouverner. C'est Gassissou qui nous écrit cette fois depuis Boya. Okay. Bonsoir Rosalie, le débat n'est pas équilibré. Il y a 3 contre 1. Avec tous les efforts que vous faites pour nous faire comprendre la réalité, ceci nous oblige à comprendre autre chose. Simon depuis Douala. Bonsoir le panel. J'ai dit merci au juriste pour son intervention. Que le monsieur en boubou blanc se taise s'il n'a rien à dire. Nous, les gens de l'extrême nord, nous sommes comme des oranges qu'on presse à volonté. Sanda Dodia qui nous écrit. Madame, là on est au Burkina Faso. C'est hyper long. Ouais, madame, ce sujet fait très mal. Madame, excusez-moi d'être un peu long. Ah, mais le sait. La ville de Yagua, ça va être d'ailleurs le dernier. Ah, je dois sortir ma sorte. La ville de Yagua est divisée en 2 par le déversoir du fleuve Logone en période crue et le fleuve Danaï que porte ce département. Madame, les années 60, 70, 80, la commune avait un budget venant de Yaoundé qui construisait les digues autour des quartiers Tikoro, Kaskao, Goboissou, Saba et autres. Tout ceci en prévision. Lorsque les eaux arrivent, elles suivent bien un couloir sans causer d'inondation. Madame, le 27 mai 1982, le président Biya était assis dans la tribune que vous voyez inondée là lors de la visite officielle du président Ahidjo à Yagua. Depuis 1982, il n'y a plus jamais eu la construction des digues à Yagua. Paul Biya connaît bien ce département. À la mort du ministre Vroumsia Tinaï, le 21 avril 82, c'est Biya qui représentait Ahidjo. Toujours dans le même département, Biya était à Pousse et Maga pour la même grande digue. On doit donc demander à votre camarade Mounouna Futsu qu'en septembre, s'il n'allait pas à l'école primaire et au CEG, s'il n'allait pas à l'école primaire et au CEG en septembre, ce pôle de Piwaga. Madame, des images que vous voyez de l'autre côté se trouve la Semerie. Solution, reculer le fleuve du Lidanaï, car depuis 82, il s'est ensablé. Demandez aux anciens comment avant cela se passait. Merci. Madame dit à Odondo que le maillot d'Anaï, c'est-à-dire Yagua, division, c'est-à-dire département depuis 1958. Merci beaucoup Paul pour votre intervention très très instructive ce soir. Je pense que ça aura aidé plus d'un ami. Vous êtes tellement nombreux, c'est compliqué. Et vos messages hyper longs. Bonsoir Rosalie, bonsoir le panel. Nous sommes entrés dans les médias sociaux sans y être préparés. Nous sommes des villageois du net et agissons comme tels. Nous sommes des illettrés du net. Le régulateur doit sévir. À propos des inondations dans la région de l'extrême nord et du don du président de la République aux sinistrés, la mention c'est peut mieux faire. Au départ et ce après évaluation, il faut d'abord recaser les sinistrés dans un camp, fût-il celui de l'armée, pour redonner confiance à ces populations. Vient donc maintenant le rôle du ministère des Affaires sociales. Mais au fond, à quoi c'est le budget qui lui est alloué? C'est lui qui en premier doit agir dans de pareils cas. C'est M. Etémé Faustin qui nous écrit. Waouh! La coiffure en belle africaine pour mieux m'émouvoir devant mon écran. Majesté, on donne donc prétron de la basilique, toujours fidèle au rassemblement des danseurs et percussionnistes pantouflards, à poser des conneries environnementales. Bicoro, l'activateur a activé quoi aujourd'hui? J'attends le rhum Saint James pour une dégustation. Awon, non sûrement dans des lamentations à toujours prendre la poudre d'escampette devant les colombes brunes et élancées. Mon ami nous représentant des analphabètes, lui aussi dans des critiques politiques à trône de ses filles du septentrion. Mon ami Ahidjo, pourquoi mettre des images intimes de ce dernier dans un état de santé précaire? Le blanc nous a donné le téléphone, mais les négrions, dans une tête de colibri, ne savent pas s'en servir. La vie humaine serait-elle devenue banale? Les causes peuvent être naturelles et humaines face au désastre du côté du septentrion à transformer cette région en un autre Venise ou maison détruite, des noyades à la pelle, la famine et plus tard des maladies hydriques. Je compatis à ceux qui ne savent plus à quel pasto se vouer, mais on aura toujours vu le ministre Trompa à Tangandi dans son rôle de Zoro avec
maçons et autres besoins primaires, fait son cycle lugubre de la compassion. Où sont les milliards de la direction de la protection civile? Je n'oublie pas l'argent détourné par pour la construction des digues. Attendant aussi que dans Massanaga Maritime, le barrage de Son Loulou, en ce moment fissuré, peut s'ouvrir et envahir ma contrée. Ouais, c'est Massok Thomas. Une transition et on revient. Grand soir de lundi à vendredi, nous sommes ensemble jusqu'à 18h52. On échange autour des sujets qui font l'actualité et on va parler encore de démocratie. Ce soir, il y a quelques heures seulement, on a célébré la démocratie dans le monde. Et ici au Cameroun, François Bikoro, on doit considérer quoi? On est en plein dedans, on a compris le jeu, ou pour nous c'est encore une vision qui tarde à prendre forme? Il faut d'abord que l'on s'entende sur le concept. Parce que j'ai entendu des gens dire que la démocratie, c'est le fait, à l'occasion d'une élection présidentielle, de remplacer un opposant, de remplacer le type qui est au pouvoir par un opposant. Qui a défini ça comme ça? J'ai déjà entendu. Non, nous sommes dans la définition qui existe. On ne va pas commencer à bouffer du temps alors qu'on je te donne la définition. C'est 3 minutes chacun. Oui, c'est d'abord de définition. Mais 3 minutes seront faites pour définir les démocraties que j'ai entendues. J'ai entendu l'autre qui disait que la démocratie, c'est lorsque un enfant ne peut pas remplacer son père à la tête du pays. Et j'ai salué Bush. Vraiment, je l'ai salué vigoureusement. J'ai même salué les Américains qui ont voulu mettre la femme à la place de son mari alors qu'elle venait de passer 8 ans dans le même lit. J'ai entendu tellement de choses. Mais moi, je sors du Brésil. Là-bas aussi, j'ai entendu. Ce que tout le monde entend ici, que la démocratie, c'est le règne de la majorité. C'est ce que j'ai retenu de plausible dans cette histoire. Mais le problème, c'est que, comme avec les diasporas, les majorités se définissent aussi. C'est-à-dire que à la République fédérative du Brésil, les Noirs sont à peu près 15 à 20%. Ça veut dire que si c'est la démocratie de la majorité et que la majorité est une majorité raciale, un Noir ne sera jamais président de la République dans la Fédération du Brésil. Tout à fait. Mais là, je revois encore du côté des États-Unis, où la même minorité a pu attraire au pouvoir suprême, tant pour la femme que pour le noir. Ça veut dire que les démocraties doivent se comprendre en fonction de votre histoire, de l'environnement dans lequel vous vivez et de ce que vous avez traduit comme rêve pour votre pays. Nous, je reviens au Cameroun, nous avons un type de démocratie qui doit tenir compte de ce que la trahie du roi Christophe avait dit, que l'on construit un pays année par année, anneau par anneau. Parce que les grands démocrates, je l'ai entendu encore dans les plateaux de télévision, comme tout à l'heure, on expliquait une situation de catastrophe, où des gens qui sont nés au sud vivent à l'extrême nord, mais on dit l'extrême nord, on va vous dire non. Ça veut dire que chacun a son type de définition de la démocratie. Et là, je reviens à ce qui nous gêne le plus, c'est la démocratie tribale. Nous avons plongé en 1990 dans une démocratie de type tribal. Maintenant, on y a ajouté des types langagières, c'est-à-dire que vous parlez français, vous êtes un type de démocratie, vous parlez anglais, vous êtes un type de démocratie. Ça veut donc dire qu'en fait, toutes ces démocraties-là, pour le cas du Cameroun, reviennent sur ce que la théorie du croix qui soit dit, anneau par anneau. Quand la démocratie rentre dans notre pays, nous étions à quel niveau de développement, à quel niveau, quelle était la région qui avait déjà profité du développement, quelle est celle qui n'a pas profité du développement. Si l'on met tous azimuts la définition réelle de la démocratie, qui est celle de la dictature de la majorité, et la majorité étant une majorité comprise chez nous comme religieuse, comme tribale, comme langagière, il y a de fortes chances que les seules personnes qui se sentent allées dans cette démocratie sont celles qui avaient profité quand il n'y avait pas la démocratie. Parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les plans quinquennaux de développement, qui ont été arrêtés pour être remplacés par les programmes, tout ce que vous voulez pour les structures culturelles. Ça fait que aujourd'hui, la seule chose dont moi je retiens pour la démocratie, c'est la possibilité pour chaque citoyen de pouvoir, non pas par rapport à sa tribu, non pas par rapport à sa religion, non pas par rapport à sa région. Quand je suis à Yaoundé, je dois défendre les intérêts de Yaoundé, je ne dois pas défendre les intérêts de mon village. Si c'est ce type de démocratie, elle doit tenir compte des états d'avancement infrastructurels, structurels, psychologiques et moraux de l'ensemble des citoyens.
Majesté, la démocratie est-elle un luxe pour le Cameroun du moment où on va sur la définition reconnue et officielle de la démocratie dans le monde, qui a été simplifiée par certains et par d'autres un peu plus compliquée. Aujourd'hui au Cameroun, est-ce qu'on peut se dire que on peut se donner le luxe d'implémenter la démocratie dans ce pays? Je crois que lorsque le président Paul Biya, j'ai appelé le président Paul Biya l'architecte de la démocratie camerounaise face aux enjeux économiques, sécuritaires et de la réforme de l'État dans un de mes livres. J'ai fait en réalité une sorte de check-in de la démocratie camerounaise. Et j'ai vu, parce que j'ai eu à lire sur beaucoup d'autres cieux, Bikoro l'a un peu dit, que la démocratie dépendait de beaucoup, n'est-ce pas, de l'environnement dans lequel on se trouvait. Mais de manière générale, il y a des paramètres permanents de démocratie. Justement. Nous pouvons évoquer 5 paramètres de démocratie. D'abord, la réglementation. Il faut que dans un pays, la réglementation soit à même d'être une réglementation transparente, d'être une réglementation qui favorise le mérite, qui favorise, n'est-ce pas, le respect et des efforts, et que, n'est-ce pas, tous les citoyens soient logés, n'est-ce pas, à la même enseigne. Il y a ensuite la représentation. La représentation, il faut que nous soyons dans un pays où le peuple est représenté. Le peuple est représenté par qui? Par par les députés. Ça dit qu'on a une chambre où ceux qui représentent le peuple sont les députés, les sénateurs, et qui peuvent, n'est-ce pas, discuter des problèmes que l'ensemble ne peut pas venir jusque là-bas parce que nous leur avons donné le pouvoir de discuter de nos problèmes et de faire les lois, n'est-ce pas, pour nous. Ça, c'est la représentation. Il y a également ce qu'on appelait le paramètre sur les élections justes. Les élections dans un pays doivent être des élections justes et transparentes. C'est un paramètre de démocratie. Et dans notre pays, nous devons faire en sorte que le peuple, n'est-ce pas, puisse participer aux élections du début du processus électoral, comme nous le faisons au Cameroun, jusqu'à la fin du processus électoral, étant donné que nous avons donc la possibilité de nous retrouver dans toutes les procédures en ce qui concerne une compétition électorale. Il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, nous sommes dans un pays où il y a la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif est séparé du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. En ce qui concerne cette séparation au niveau des grandes institutions. Il y a également, et c'est ça, la séparation spatio-temporelle du pouvoir. Ça veut dire que dans un pays, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les collectivités locales décentralisées. Il faut que le peuple, sur le plan local, puisse exprimer un certain nombre d'aspirations et que ces aspirations puissent bien s'exprimer. C'est la raison pour laquelle il faut que le peuple au niveau local soit représenté, que les problèmes du peuple au niveau local soient débattus par les collectivités territoriales. Ça peut être au niveau des collectivités communales, ça peut être, n'est-ce pas, au niveau des collectivités régionales comme les conseils régionaux. Pourquoi? Et lorsque vous regardez dans la mise en place de tout ce que vous venez de citer au Cameroun, vous avez l'impression qu'on est en plein dedans? Oui, nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans, nous sommes tellement en plein dedans que au niveau, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de la communication du parti, de la communication sociale, on se rend compte que la parole est libre au Cameroun. La parole est tellement libre que les gens n'ont pas peur d'insulter même le président de la République. Suivez mon regard, c'est lui qui est en face, il a insulté tout à l'heure le président. À tout moment, il pointait le président du doigt, ou bien alors les gouvernants. Ça signifie que nous sommes dans un pays où tu peux insulter le président, tu te lèves, tu insultes le président, et puis tu rentres chez toi, il ne t'arrive rien. Mais ce n'est pas une bonne pratique, n'est-ce pas, d'insulter les gouvernants ou d'insulter le président. Ça, c'est des excès de démocratie qui peuvent, n'est-ce pas, dénaturer notre démocratie. Parce que la démocratie, n'est-ce pas, c'est le respect, n'est-ce pas, c'est le respect de la liberté de penser de chacun. C'est-à-dire que nous pouvons ne pas être
du même avis, mais vous devez respecter ce que moi je pense. Et vous respectez également ce que moi je pense, sans m'insulter. Ou sans faire appel, n'est-ce pas, à des gens qui sont tapis dans le quartier, qui, dès lors que vous n'êtes pas du même avis, passent le temps à vous insulter. Il faut condamner ce genre de choses. Nous parlons toujours avec froideur et nous disons toujours la vérité. Jacques-Léonce Awono, à votre avis, il nous a bien planté le décor des principes de base d'une démocratie dans un pays. Il a parlé de la liberté d'expression, il a parlé de cette possible alternance au pouvoir, des élections transparentes, il a listé. Quand on écoute donc tout ce qu'il faut pour avoir une démocratie dans un pays, vous avez l'impression qu'on y est ou encore pour l'instant nous on court derrière ce luxe qui nous appartient? Oui, on est encore très loin. La démocratie, c'est un gros luxe pour le Cameroun. J'ai écouté avec beaucoup d'amusement Sa Majesté. Je vais saisir la démocratie sur 3 pans. La dictature de la majorité, la séparation des pouvoirs et le respect des libertés fondamentales. Je commence par la dictature de la majorité. Nous sommes dans un pays qui compte environ 40 millions d'habitants. Mais lors de la dernière élection présidentielle, le fichier électoral comptait à peine 7 millions. 6,5 à peine 7 millions. Le président actuel a été élu par environ 2,5 millions de Camerounais. Dans un pays qui compte à 30 millions. Nous, on a donc un président qui est élu par 2,5 millions. Est-ce la majorité? C'est la question à se poser. Donc sur ce coup, nous sommes encore très loin du compte. On n'a même pas encore entamé la marche. On a encore en train de ramper. Parce qu'en réalité, nous sommes aussi dans un pays où les Camerounais ont une culture déficitaire de la politique. Ils ne savent même pas de quoi il est question. Maintenant, sur la séparation des pouvoirs, c'est encore un gros leurre pour le Cameroun. Parce qu'en réalité, la Constitution dit, l'article 46 de la Constitution dit que le président de la République est censé garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais est-ce que c'est le cas? Vraiment, il me semble que c'est pas encore le cas. Parce que si le président de la République lui-même est président du Conseil supérieur de la magistrature, il nomme les magistrats et tout ce qui va avec, vous comprenez que difficilement on peut saisir une quelconque indépendance là-dessus. Donc, en réalité, pas raconter. Ça c'est pour le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif. Maintenant, on est dans le pouvoir législatif. Difficilement, ce n'est même jamais arrivé une proposition de loi au Parlement. C'est toujours des projets de loi, c'est-à-dire les lois qui viennent de l'exécutif. C'est-à-dire l'exécutif impose sa loi à tous les Camerounais. C'est-à-dire que on peut même dire que l'exécutif conduit le législatif parce que toutes les lois viennent de l'exécutif. Sur ce coup, on est encore très loin du compte. Maintenant, le dernier critère, respect des libertés fondamentales. Nous sommes encore là, c'est grave parce que nous sommes là. Actuellement, nous sommes encore sur un dossier brûlant où un monsieur a fait usage de sa liberté d'expression et des gens qui estiment avoir le droit de vie ou de mort sur lui ont décidé de le faire taire à jamais et l'ont fait au vu, au su de tout le monde. C'est encore une affaire pendante en justice, donc je préfère ne pas trop en parler, mais tout le monde sait que ça s'est passé dans ce pays. Martinez Zoro a été attrapé un beau matin, il a disparu, on l'a retrouvé mort. Juste parce qu'il parlait dans une radio. Donc là, la liberté d'expression est en danger. Et vous vous souvenez aussi que, dernièrement, le MINAT, dans ses sorties grotesques, parfois... Pas excessif, le mot grotesque, trouver un synonyme oui, un peu moins violent. violent. C'est la démocratie. On insulte le MINAT. D'accord. C'est sorti excessif. C'est beaucoup mieux. Parce qu'en réalité, si on réussit à traiter les Camerounais de condiments qu'on va écraser dans un moulinex, je pense que c'est grotesque. Ah oui, il faut le dire. Si on réussit, en tant que MINAT, on réussit à cataloguer les Camerounais de condiments, qu'à tout moment on peut écraser dans un moulinex, il faut réussir à se dire que c'est grotesque quand même. Donc, sur ces 3 piliers essentiels de la démocratie au Cameroun, nous sommes très loin du compte. Donc j'ai beaucoup ri quand Sa Majesté disait que nous sommes en plein dedans, mais moi je dis nous sommes très loin du compte. Moi même pas vous commencer à marcher. D'accord. Président, à votre avis?
Bon. On y est pas, on envisage, on est en train de marcher, on court, on rampe. À quel niveau on en est avec notre démocratie? Non, mais Madame Rosalie, moi je remercie d'abord Monsieur le Président Biya de nous donner une grande démocratie. Je prends 2 cas. Première des choses, moi qui est petit analphabète là, qui est de l'extrême nord de Meskine. Aujourd'hui, je suis président d'un parti politique. J'ai au moins 10 associations. Je n'ai jamais eu de problème avec quelqu'un, ni mes membres, ni quelqu'un, on discute. Je viens au plateau, je fais les débats, je rentre, je suis très content. C'est déjà première des choses. Deuxième chose, nous tous nous avons vu, nous sommes au Cameroun. Il y avait un temps, un jeune là, vers nord-ouest ou sud-ouest, qui a osé insulter la mère du chef de l'État. Qu'on avait même arrêté les gars. Le chef de l'État a demandé qu'on lui libère. Et ça continue toujours, les gens sont en route, tout le monde a le problème avec son bailleur, c'est Paul Biya a fait ceci, Brenda Biya a fait, Chantal Biya. Donc c'est pour vous dire que nous on a beaucoup avancé. Moi je ne me lève pas et je ne donne toujours, même mes enfants, même mes amis, je leur donne toujours les conseils. Quand on dit la démocratie là, ce n'est pas question d'aller casser ou bien bagarrer ou bien faire ceci. Nous avons vu, si nous avons un pays qui n'a pas de démocratie, Philemon Yang ne peut pas être secrétaire général des Nations Unies. Président du monde. Du monde. C'est un Camerounais, c'est un gars de Nord-Ouest. Donc, il y a l'autre là, qui est aussi à l'Assemblée là, qui a aussi été élu là, le vice-président de tout là. Oui, Hilarion étant. Voilà. Donc, à l'Assemblée des Francophones. Ça, c'est la démocratie et c'est la victoire du chef de l'État. Mais, il y a quelque chose, Rosalie, il y a 2 choses que les gens confondent toujours. Je peux aimer Paul Biya. Je n'aime pas RDPC. Comme je peux aimer RDPC, je n'aime pas Paul Biya. Lui-même, moi, j'ai observé le président Biya depuis 2011. Vous-même, vous avez eu depuis 2011, élection présidentielle 2011, jusqu'à celle de 2018 là. Vous avez vu les pains qui sortent là. Vous avez vu RDPC sur les pains là. Il met toujours rien que sa photo. Et tout bon Camerounais peut porter. Donc pour moi, c'est une grande victoire pour la démocratie, pour le Cameroun. Et je continue toujours aussi à dire aux gens de copier la démocratie du chef de l'État. Le porc ne parle pas des cornes quand il n'en a pas. On ne saurait parler de démocratie au Cameroun car sous quelque forme qu'on la prenne, on n'en a pas. Bonne suite d'émission, c'est Rock qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, parlant de démocratie, moi je pense qu'il n'existe pas au Cameroun plus précisément, car si on se base sur sa définition au sens strict du terme, la démocratie est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais sur les faits, notamment ici au Cameroun où les droits de l'homme n'existent pas, on ne saurait parler de pouvoir du peuple où on n'accorde aucune considération au peuple. On a plutôt l'impression que le pouvoir appartient aux dirigeants et jamais au peuple. La preuve est que le peuple camerounais se plaint tous les jours, mais rien n'est pris en considération. Au Cameroun, au lieu que le peuple soit servi, c'est plutôt le président qui est servi, qui impose à l'Assemblée nationale sans passer par une proposition de loi. Alors, pour nous, la démocratie, dans son vrai sens, n'a jamais existé au Cameroun. C'est Mbang Marthe qui nous écrit depuis Vannes. Bonsoir le plateau, tous ceux qui chantent pour Monsieur Biya le vomiront demain et nous vivons ici au Gabon. Écoutez les explications de Monsieur Bikoro et Ondondo. Un pays où le peuple n'a pas le droit d'exprimer son mécontentement et on parle de démocratie et ils viennent parler de Biya. C'est Hubert qui nous écrit. Raoul de Yaoundé, Madame Rosalie, concernant la démocratie, nous sommes encore très loin de la démocratie. On a un semblant de démocratie, mais pour qu'elle soit effective, ça ne peut pas être sous le règne du président Paul Biya. Ton plateau n'est pas équilibré, la belle Rosalie. Plusieurs sont en prison pour leur opinion et c'est regrettable. Autre réaction, je le sais, hein, ça aurait été pire si... Petit du courage, les vieux en boubou blanc et RDPC là, c'est Dieu qui va t'aider. C'est au combat, dit que petit courage. Rosalie, quand tu invites 3 RDPcistes
Bikoro, conseiller régional du Sud, ami de membres du G20 qui souvent appellent leur regroupement le G1, on donne dans Sa Majesté noyée que parfois est obligé de mentir sur le plateau. Ils veulent déjà museler mon frère Ono. Ce que je sais et je confirme chaque jour, le Cameroun dans sa gouvernance est une grosse curiosité. Vivons seulement, mes amitiés à vous, bien le bonsoir à vous, bravo Léonce. Tu as tout dit frérot avec maestria, j'ai rien à ajouter dans ce sujet sur la démocratie qui est bâillonnée au Cameroun. C'est Hubert Ouvolo qui nous écrit ce soir. Ma rose préférée, bonsoir. Le Cameroun est un pays qui souffre du fait d'une gouvernance complètement et profondément désaxé. Il n'a pas une politique constitutionnelle sérieuse. Donc, conséquence, il ne peut que s'enfoncer de par la désaffection de ses dirigeants. Cette empathie vis-à-vis de la population est la conséquence de nos misères. Aucun modèle d'organisation, nous sommes dans un état sauvage. Comment interpréter le don du chef de l'État lorsqu'il s'agit d'un pays étranger, la Turquie, dont 620 millions? Sa propre population, qui est de surcroît son bastion électoral, est en détresse. Il donne la moitié de cette somme. Ma rose préférée, je veux comprendre, s'il te plaît. Ils disent qu'il y a un plan d'urgence, mais chaque année, le même problème se pose sans aucune solution. L'année prochaine, vous reviendrez encore sur ce sujet. La démocratie est un leurre et une vue de l'esprit au Cameroun. C'est donc Cyril depuis Douala. C'est terminé pour ce soir. Vous êtes très nombreux, mais je ne pourrais pas malheureusement faire parler tout le monde. Hein. C'est un bonheur d'avoir démarré avec vous cette semaine. Merci François Bikoro d'avoir été là. Merci Majesté. Patrick Marius Sondondo. Merci. Merci au président Amadou Aminou. Merci Madame Rosalie. Mais je vais lui dire, Madame Rosalie, l'entraîneur, le coordonnateur, c'est un gars du Nord qu'on a mis. Hein. Donc, s'il va travailler ou il ne travaille pas, n'est accusé par Paul Biya. Donc, c'est un gars du Nord qu'on a donné. Merci Jacques-Léon Savono. Merci à Ismaël qui était derrière les caméras. Guy Fernand était au mixage vidéo de cette émission. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera exactement 17h pour la deuxième sortie de la semaine. Je vous laisse en compagnie de Lénis Ndiélé pour le journal en langue de Shakespeare lorsqu'il sera 19h. Et à 20h, c'est Karine Okomo qui viendra vous donner la quintessence de l'information en français. 21h, il sera également la Stéphane Mbarga pour le débat panafricain ou africain. Bonne suite de programme sur nos antennes et à demain 17h. Respect, Monsieur Doneva.